Pour demeurer la référence du golfe de Guinée, le port autonome de Douala PAD poursuit avec grand succès la transformation infrastructurelle de son combinat portuaire de Douala-Bonabéry. Parmi les chantiers emblématiques de cette mise à niveau et augmentation des capacités se trouvent les ouvrages d'accollage, tels qu'annoncés par le président Paul Biya dans son discours programme du 6 octobre 2011 à Douala. La réhabilitation du balisage, des ouvrages d'accollage et des terre-pleins du port autonome de Douala. Le PAD bâtit ainsi des silos pour le stockage des céréales et des magasins cales. En ce qui concerne ces magasins sous douane indispensables aux importations de marchandises en conteneurs, le PAD détruit progressivement les anciens magasins vétustes et insalubres construits depuis plus de 85 ans et les remplace par des ouvrages innovants qui garantissent la conservation et la sécurité des biens importés et offrent un espace de travail confortable et agréable aux exploitants. Dans l'enceinte portuaire de Douala-Bonabéry, le premier lot de 10 magasins cales est en cours d'achèvement et offre ainsi plus de 50 000 mètres carrés de surface de stockage aux importateurs en toute sécurité et confort. Les anciens lieux d'entreposage présentaient des murs lézardés, une charpente et des chéneaux d'évacuation des eaux pluviales vétustes et fortement corrodés, un affaissement généralisé des sols, des fuites d'eau pluviale tous azimuts, faisant courir un énorme risque aux personnes et aux marchandises stockées. Les nouveaux magasins sont une pure merveille technologique en la matière, garantissant les meilleures conditions de conservation des marchandises et un véritable confort de vie aux personnels et usagers, le tout dans un système de sécurité quasi infaillible. Les nouveaux magasins comportent un bâtiment incorporé constitué d'un rez-de-chaussée de 2 étages, abritant des bureaux, vestiaires et toilettes modernes. Chaque magasin est bâti sur 5000 mètres carrés de superficie avec une hauteur exploitable de 10 mètres, pouvant supporter jusqu'à 14 tonnes de superposition de marchandises sur chaque mètre carré. Pour une véritable restriction d'accès, les parties inférieures des nouveaux magasins sont faites de murs en béton armé et les parties supérieures de panneaux sandwich PIR. Une technologie innovante qui associe 2 feuilles de tôle de bonne épaisseur renfermant entre elles un matériau composite, acoustique et ignifuge. Ce matériau respectueux de l'environnement est idéal pour les constructions soumises aux exigences très élevées en matière de résistance au feu, peut résister à des incendies pouvant atteindre 1500 degrés Celsius de température au moins pendant 1 heure et présente de hautes capacités d'atténuation acoustique et d'isolation thermique pour le confort des marchandises, des membres du staff et des visiteurs des magasins. La charpente métallique est aussi recouverte de panneaux sandwich avec la même ambition de sécurité et de confort. En ce qui concerne les ouvrages de stockage des céréales, après déchargement au port, le PAD, à travers un partenariat public-privé PPP avec la société Africa Food Industry SA, AFISA, vient de doter le port de Douala-Bonabéry de 8 nouveaux silos accompagnés d'une infrastructure mécanisée de déchargement des navires céréaliers. Ceux-ci viennent s'ajouter aux seuls 3 silos de la société Grand Moulin, construits depuis de très longues années. Les silos offrent une capacité maximale de stockage de 40 000 tonnes au port de Douala-Bonabéry à raison d'une disponibilité de 5 000 tonnes pour chacun des 8 silos. Le système mécanique de déchargement peut atteindre une performance de 600 tonnes de céréales déchargées chaque heure, ce qui va permettre de réduire considérablement le temps d'escale des navires au port de Douala-Bonabéry. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui auront la bénédiction de Dieu ce matin, de regarder cette publication, de glorifier Allah, Zambe, Zamba, Tata Bessi, Loba, God, Job, appelez-le comme vous voulez,
mais glorifiez-le et célébrez la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion également de vous le rappeler tous les jours. Nous ne sommes pas ici debout parce que quelqu'un a beaucoup de muscles, il a beaucoup d'argent, il est trop fort. Mais nous sommes là ce matin parce que un esprit invisible a bien voulu nous faire don de son souffle de vie. Et c'est ce souffle-là qui nous permet aujourd'hui de se parler. Et chaque fois que tu es debout, rappelle-toi que tu es debout pour deux raisons. Continue à promouvoir les valeurs, l'amour, en te remettant en cause. Et avoir un jour de plus te donne aussi l'occasion, pour certains, de demander pardon, de te repentir pour le mal que tu as fait aux autres. Chaque jour, il faut garder ça dans ta mémoire. Tu n'es pas debout parce que tu es trop fort. Non. Je vais avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés. Je vais avoir une pensée pour la famille, notamment le mari de cette compatriote dont la mort a frappé pendant qu'elle était en train de célébrer son mariage. Nous y reviendrons plus sérieusement là-dessus. Et c'est une leçon, cette mort brutale, subite ou organisée, ou alors une mort normale, c'est une leçon pour nous tous. Elle doit inspirer à chacun de nous. La mort de cette dame qui est en train de célébrer l'un des événements heureux de sa vie, le mariage. Parce que la naissance, ce n'est pas vous qui la célébrez. La naissance, ce sont les parents qui célèbrent parce qu'ils ont mis au monde un enfant. Ils célèbrent ton arrivée. Oui, monsieur. La naissance, ce n'est pas toi qui la célèbre. La naissance, c'est toujours la célébration des parents qui sont contents de t'avoir accouché. Le mariage, c'est ton choix. Tu t'es marié et tu célèbres ton mariage. Oui, monsieur. Le mariage est l'une des fêtes très importantes, l'un des événements importants de la vie d'un homme, de la vie d'un être humain, d'une femme, le mariage. Parce que l'anniversaire que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas notre anniversaire. C'est-à-dire que c'est l'anniversaire que les parents ont célébré, que toi tu es né ce jour-là. Les parents célèbrent ta naissance. Parce que si tu avais été tué ou tu étais né mort-né, tu n'aurais pas célébré ton anniversaire. Mais l'anniversaire que nous célébrons tous les jours là, c'est la joie de nos parents de nous avoir dans leur vie. Que nous célébrons. Et en célébrant, on honore Dieu. Nous célébrons nos anniversaires, ce n'est pas nous. Moi, je ne célèbre pas mon anniversaire parce que c'est moi. C'est-à-dire que chaque fois que je parle de ce jour-là, je célèbre deux personnes et je glorifie Dieu. C'est toujours les parents. Donc, je vous invite déjà, vous tous, parce que mon mariage avec mon épouse que vous connaissez, la Camerounaise que vous connaissez là, le mariage, je vous invite, vous serez tous et tous invités. C'est l'un des événements les plus importants de la vie d'un homme tous les jours. Mais maintenant, l'événement le plus important de ta vie, c'est ta vie de tous les jours. Toi-même, ta vie, tous les jours, tu respires, tu vis, tu parles. Tous les jours, c'est un événement heureux qu'il faut célébrer. Donc, cette dame qui est décédée là, elle est décédée en dansant, en célébrant. Ça nous interpelle sur deux points. Est-ce qu'il y en a plusieurs points, mais deux. Le premier, c'est que vis ta vie. Elle, au moins, bien que tragique, elle est morte en dansant. En célébrant son jour le plus heureux, elle est partie. Toi, tu es encore couché à l'hôpital en train de souffrir. Et tu as encore espoir que tu vas vivre. N'est-ce pas? Et de l'autre côté, la mort de cette femme, tragique, nous rappelle que ne donne jamais un coup à quelqu'un. Ne sois pas le premier à donner un coup à quelqu'un. Ne gifle jamais personne. Ne pousse personne. Évite des engueulades. Quelqu'un peut avoir été tué depuis très longtemps. Loin dans son village, dans sa famille. Quelque part. Et il ne se promène là qu'en attendant que tu souffres sur elle ou sur lui. Il tombe, il meurt. Tu porteras ça toute ta vie. Même si Dieu connaît la vérité. Mais entre-temps, tu auras ça dans ton cœur. Tu dis non, on a seulement discuté, je ne l'ai pas touché. Donc je l'ai seulement bousculé. Vous avez donc vu? Toute seule, elle tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Crise cardiaque?
On ne sait pas. Empoisonnement, on ne sait pas. Ont-ils empoisonné son micro? On ne sait pas. A-t-elle été mangée dans la sorcellerie? Personne ne sait. Mais debout au milieu de personnes, elle tombe, elle meurt. Il n'a plus rien à faire, elle est partie. Ces deux enseignements doivent te reconstituer dans ta vie. Pourquoi tu vis? Avec qui vis-tu? Comment te comporter avec l'autre? Tu vis avec l'autre. Tu célèbres avec l'autre. Elle célébrait avec les autres. Elle vivait avec les autres. Elle est morte aux côtés de son mari en train de danser. C'est un enseignement exceptionnel. Nous y reviendrons encore prochainement cette vidéo. Nous allons débattre là-dessus, échanger. Je partagerai avec vous ce que j'ai et ce que je connais dans pas la mort de cette fille, mais dans les comportements de la vie de tous les jours. Alors, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, je vais avoir une pensée pour son mari, nos condoléances adressées à son mari, à ses enfants, à sa famille, à ses amis, à toutes les femmes du Cameroun et à tous les êtres humains que nous sommes. Ça peut nous arriver à tout moment. Soyons prêts. En attendant, vivons. Soyons les distributeurs automatiques du bonheur, de l'amour, de la bonté. Respecte l'autre parce que tu vis avec l'autre. Parce que tu vis avec les autres. Respecte les autres. Sans les autres, tu n'es rien. Sans toi, les autres ne sont rien. Donc c'est ensemble que nous formons la vie. Alors mettons-nous ensemble pour promouvoir, pour la promotion du vivre ensemble et de l'amour du prochain. Mes condoléances, que cette belle âme soit accueillie et non au temple de Dieu. Elle était une bonne femme, elle nous a laissé des enfants, son mari, nos condoléances et beaucoup de courage. Bien. Mes chers amis, je veux vous parler ce matin avec une question, une série de questions que je vous pose, même si je connais les réponses à mon niveau. Je partage avec vous. Moi, je m'appelle Patrice Noma. Appelez-moi aussi Freeman, un homme libre. Donc, Noma Patrice Freeman, c'est mon nom. Je suis Camerounais et je suis soldat de formation, militaire de formation. J'ai été formé en France, j'ai été formé dans mon pays. Aujourd'hui, j'apprends aux États-Unis. J'essaie un peu d'accumuler un maximum pour aller partager avec les miens de l'autre côté. Ce que je fais avec vous là, c'est la dénonciation. Depuis plus d'une trentaine d'années, je dénonce ce qui se passe dans mon pays, au Cameroun. Alors, je dénonce ce qui se passe chez moi pour mon intérêt personnel d'abord. Pas pour tous les Camerounais, non. Je ne parle pas ici depuis une trentaine d'années pour tous les Camerounais. Il faut que ça sorte de votre tête. Je parle ici d'abord pour moi, pour mes convictions. Pourquoi? Parce que je suis un actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. Donc, je parle donc pour ce qui me concerne. J'ai demandé la gestion à ceux-là. Si toi aussi tu te reconnais, tant mieux. Tu vas rejoindre le combat. Tu prendras le train en cours de circulation. Tu feras ce que tu veux. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire en ce qui concerne mon patrimoine, qui me vient directement d'un don de Dieu, qui m'a donné. Alors il y a des gens qui ont été appelés parmi nous pour gérer ce patrimoine-là. Je leur demande donc des comptes en dénonçant au passage ceux qui ont détourné l'argent du bien public. Voilà ce que je suis. Je parle pour moi et toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans ce combat-là, que chacun le mène à son niveau. Et dans le combat que nous menons, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux-là qui gèrent nos biens, mon bien, et ceux-là qui détournent mon bien. Il y a moi qui dénonce. Nous sommes déjà là deux catégories de personnes. Il y a ceux qui détournent les biens dont ils sont appelés à gérer pour satisfaire mes convictions. Ils les détournent. Il y a moi qui suis ici, qui dénonce qu'on détourne mes biens. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes qui n'est pas de ceux qui détournent. Il n'est pas de ceux qui dénoncent. Cette catégorie de personnes-là. Cette catégorie de personnes-là n'est pas dans la catégorie de ceux qui détournent. Elle n'est pas dans la catégorie de ceux qui détournent mes biens. Elle n'est non plus de mon côté dans la catégorie de celle de ceux qui dénoncent. Mais elle est à côté, bien que victime de ceux qui détournent, parce que cette personne-là, qui ne dit rien, elle n'est pas de mon côté, elle n'est pas du côté des autres, elle est victime de ce que moi je dénonce. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'eau potable, elle n'a pas d'eau potable, elle n'a pas d'électricité, elle n'a pas d'emploi, elle n'a pas de quoi se soigner. Ses parents n'ont rien. Cette personne-là est victime. Mais cette personne-là ne va pas combattre le système qui nous abuse tous. Va plutôt s'attaquer à moi, Patrice Noma. Moi qui dénonce ce système-là, dont nous sommes tous victimes. Est-ce que tu penses que je vais m'intéresser à cette personne? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu penses que moi, je vais m'intéresser à cette personne?
Non. Je ne connais pas ses intentions. Je ne m'occupe pas de cette personne. Je m'occupe de mon bien. Point final. Cette personne-là va s'asseoir parce qu'elle cherche des vues. Moi, je ne vis pas avec des vues. Je ne demande même pas que quelqu'un vienne me regarder. Je parle pour moi tout seul. Vous comprenez? Donc, je te dis ça parce qu'il faut que ça t'éduque. Toi qui m'écoutes, ne viens pas m'écouter pour m'écouter. Écoute-moi pour apprendre quelque chose pour ta vie et celle de tes enfants. C'est une leçon de vie que nous vivons. Il y a celle-là qui est décidée en dansant. Il y a nous qui combattons ceux qui nous abusent. Il y a ceux qui sont dans les hôpitaux, qui ne peuvent pas combattre au même niveau que nous. Mais nous nous combattons, nous nous battons pour eux, pour qu'ils aient des soins. Mais il y a celui-ci ou celle-ci qui est à côté ici, qui est dans son rôle. Elle ou il n'est pas dans le combat. Il ou elle profite de ces échanges que nous faisons là pour créer la confusion, mais pour engendrer des vues, pour gagner son argent en insultant ceux qui se battent de l'autre côté. Est-ce que tu penses que je devrais m'intéresser à cette personne? Non, n'est-ce pas? Parce que cette personne-là joue exactement le même rôle qu'à l'époque de Omniobe. À l'époque de Omniobe se battait pour que le Cameroun soit libre. Avec les Roland Momi, les Esnes Wanji et tous les autres, c'était nombreux. À Douala, dans le sud, dans le nord, ils se battaient à l'époque pour que le Cameroun soit libre. Avec les tueurs comme Semengue, le faux général. Alors, à l'époque, les Semengue étaient du côté des colons et du côté des gens qui ne voulaient pas que le Cameroun soit indépendant. Ils se sont alignés du côté des colons pour tuer les Omniobe, les Roland Momier, les Ernest Wanji et tout ce monde-là. Ils les ont tués tous pour que le Cameroun se retrouve entre les mains des imposteurs. Donc, entre les mains des Biya, entre les mains de Kaveh et Djibril, entre les mains des gens comme les Nyat, entre les mains des gens comme les Semengue. À l'époque, ils étaient jeunes. Ils n'étaient pas des vieux. Au même titre que ceux que vous voyez aujourd'hui. Donc, ceux que vous voyez aujourd'hui s'asseoir, n'étant pas capables de défendre les intérêts de la République, qui sont leurs intérêts, ce n'est pas les intérêts des Biya. Ce sont mes intérêts. Ce sont les intérêts de J. Rémy Ngono. Ce sont les intérêts de Boris Berthold. Ce sont les intérêts de Jumento. Ce sont les intérêts de Ngacha. Ce sont les intérêts de Dimon. Ce sont les intérêts de ceux-là qui se battent, que vous connaissez, n'est-ce pas? Ce sont les intérêts de ces gens. Et ces gens que je viens de citer là, les J. Rémy Ngono et les autres, se battent pour dénoncer parce que si nous étions bien dans notre pays, J. Rémy Ngono ne serait pas dehors, Boris ne serait pas dehors, Jumento ne serait pas dehors, moi je ne serais pas dehors. On serait là-bas en train de nous battre. Donc chacun a décidé de se battre pour dénoncer et fragiliser ce système. Vous voyez un peu? Nous sommes deux camps. Il y a donc un autre camp là à côté, le camp de ceux qui ne se battent pas, mais qui veulent profiter en insultant J. Rémy Ngono, en taxant Boris Berthold ou Patrice Lumumba. C'est-à-dire que pour eux, c'est leur niveau de combat là-bas. C'est-à-dire, venez te faire comprendre que non, ce que je peux dire là, c'est n'importe quoi. Bon, Boris Berthold, n'importe quoi. Nous, alors, n'en parlons plus. Nous, à travers avec Ben Laden, il a travaillé avec Bernard Madoff. Nous, c'est lui-même qui porte le sac de Paul Biya. Alors, dire ça, lui, c'est son combat là-bas. Son combat n'est pas l'eau qui manque. Non. Son combat n'est pas l'électricité. Son combat, c'est d'insulter ceux-là qui se battent contre ceux qui pillent le système. C'est ce que l'un de nos compatriotes, que je ne cesserai jamais de saluer et de remercier, je marche avec son propos. Chaque fois que je sors, si quelqu'un m'interpelle un jour, on me fouille, on trouvera ce document. Je peux manquer ma carte d'identité, mais j'aurai toujours ce document. Et cet homme-ci, c'est l'une des personnes de toute ma vie qui m'a éclairé ces dernières années. Non, sa pensée, il a regroupé tout ce que je vis et que nous vivons depuis très longtemps. Il a rendu ça une pensée en un paragraphe. Et je vous recommande ce paragraphe-là, chaque jour. Parce que ça rejoint ce que je vais vous parler ici aujourd'hui. J'enlève les lunettes de mon ami Augustine. Je vais vous lire ce que dit ce garçon pour que tu comprennes qui est le Camerounais. Parce qu'il y a des gens qui cherchent le démon partout chez les Ngangans. Ils vont combattre le démon à l'église alors qu'ils oublient qu'eux-mêmes sont démons.
Voici ce que dit ce monsieur, ce compatriote. Ce qui me chagrine, ce n'est pas l'attitude de ceux qui nous gouvernent. Ce qui me chagrine, ce n'est pas l'attitude de ceux qui nous gouvernent. On peut même les comprendre. Ils se battent pour faire perdurer le système qui les nourrit. Point. Ce qui est incompréhensible, c'est ce petit peuple misérable qui vit toutes sortes d'injustices et qui s'en accommode. Il trouve même les arguments pour soutenir les bourreaux et le peu d'énergie qui lui reste. Et le peu d'énergie qui lui reste, il l'oriente contre d'autres victimes du système. Ça me dépasse. Je pense que tout ça relève de la psychiatrie. C'est trop fort. Il s'appelle Jean-Bruno Tagny. La photo c'est là, ce monsieur-là. Jean-Bruno Tagny. Il a résumé tout le Cameroun depuis la naissance du Cameroun. Il a résumé en un paragraphe de quelques mots. Je vais lire d'ailleurs les phrases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Plus son nom signé en bas, je dirais 15. En 15 phrases, pas longues, 15 petites phrases, un paragraphe, il a décrit la naissance du Cameroun, du comportement du Camerounais, pas du Cameroun. Le comportement du Camerounais dès la naissance du Cameroun jusqu'à ce jour. Et observez donc ça autour de vous. Vous allez voir. Et ça rejoint la question que j'ai à vous poser ce matin. À qui profitera l'assassinat de Cyrus Ngom? C'est le sujet du jour. Prenez les notes, écrivez. Vous savez, moi, je suis le Camerounais qui a plus d'archives après l'État du Cameroun. Je suis 5e ex-aequo. L'affaire Longueur n'a pas encore commencé. Non. Tout ce que vous avez vu pour jusqu'à présent, là, c'était une introduction pour vous montrer ce qui se passe. Moi, je donne le travail aux autres. Ils peuvent vous prendre, non, maintenant, ils font ce qu'ils veulent avec. Comme d'ailleurs avec l'affaire Mbapou, c'est moi qui dirige ces enquêtes. Personne d'autre. Dans la diaspora camerounaise, et même au Cameroun, personne ne peut avoir les archives que j'ai. L'assassinat de Martinez Zogo, des écoutes téléphoniques, les échanges, les vidéos, je les ai. Je le dis ici, personne au Cameroun ne peut mener cette enquête-là parce que même ceux qui ont certaines de ces images-là là-bas savent qu'ils sont concernés, sont impliqués, ils ne peuvent pas les publier. La seule et unique personne dans ce monde-ci qui peut publier ça, c'est moi. Et celles qui peuvent encore avoir le courage de publier, qui font parfois des bonnes enquêtes, c'est peut-être Mediapart. Peut-être Mediapart. Et encore, il faut que Mediapart ait les éléments que moi j'ai. Donc, je voulais te dire ça, que quand tu rencontres Jean-Bruno Tagny, il faut le saluer. Chaque fois que tu le croises en route, salue-le. Dès que tu me croises en route, tu me demandes ce document. J'ai toujours au moins 2 copies. Je vais t'en donner. Mon frère, prends celle-ci. Tu vas encadrer ça, tu mets ça chez toi. Et quand tu lis ça, tu retrouves le Camerounais dans ce que tu vois là. Oui, monsieur. Et ça se voit aujourd'hui, le même Camerounais qui a détruit la carrière d'un enfant qu'on appelle Prince Aimé. Vous avez vu ça devant vous. C'est le même là qui veut détruire celle de Longueur. Mais ils n'y arriveront pas. Parce que nous sommes là pour rappeler ce que sont nos valeurs. Ok? Alors, la question que je voudrais te poser ici est donc, à qui profitera l'assassinat de Cyrus Ngom? Combien de directeurs généraux allons-nous éliminer au port autonome de Douala? Combien de directeurs généraux avons-nous déjà eu? Et quels sont leurs bilans? Cette question-ci est très importante. Beaucoup d'entre vous souhaitent la mort de ce monsieur. Je ne connais pas Cyrus Ngom, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connais pas. Mais au même titre que la spécialité qui est la nôtre, décrite par ce monsieur, par Bruno Tagny, la spécialité qui est la nôtre de détruire le nôtre. C'est-à-dire, en même temps que nous condamnons ceux qui sont au pouvoir avec Biya depuis 115 ans, 120, 130 ans, nous condamnons leur façon de fonctionner. Mais ceux qui essayent un peu de faire, nous décidons de les détruire. C'est ce que ce monsieur-ci décrit dans son propos. Je souhaite que toi qui m'écoutes, tu me donnes un peu
au Cameroun, des personnes à qui tu ne reproches rien. Commençant par toi-même, toi qui m'écoutes. Mon numéro de téléphone, tu le connais. 001 551 666 10 27. Tu sonnes là tout à l'heure, il va sonner ici. 001 551 666 10 27. C'est mon numéro. Tu appelles là maintenant pendant que je te parle, il va sonner là. Alors, avant de continuer, le but ici, c'est de te dire toi, chaque fois que tu auras quelque chose à faire, fais cette chose-là. N'écoute pas les cancans. La mort de Martinez Zogo, certaines personnes qui ont participé à sa mort sont en fuite. D'autres sont encore au Cameroun, mais ils n'iront pas très loin. Ils peuvent jacasser, ils peuvent raconter leur vie, mais ils ne peuvent pas fuir, pas parce qu'ils parlent beaucoup. Hein. Nous savons qu'ils ont été là. Moi, j'ai des preuves de ce que je dis ici. J'ai des preuves de ceux qui ont contribué à l'assassinat de Martinez Zogo, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont perçu, quand est-ce qu'il a été tué, ceux qui l'ont torturé, à quel moment ont-ils été tués, a-t-il été tué, ce qu'ils ont. J'ai la plupart des échanges et des vidéos. Tu me poseras la question, et qu'est-ce que j'en fais, n'est-ce pas? On en reparlera une autre fois. Alors, prends ton destin à main, apprends à être objectif. Est-ce que tu connais Cyril Senghor? Non. Est-ce que tu connais ceux qui étaient là, les études de qui étaient là avant lui? Non. Est-ce que tu connais ceux qui sont passés avant? Non, n'est-ce pas? Alors, propose-moi quelqu'un que tu es sûr qui puisse faire mieux que Cyril Senghor. On va se battre pour que cette personne-là soit nommée. Aujourd'hui, ceux qui ont tué Dodo Ndoké ne l'ont pas encore remplacé. Mais ils ont tué Dodo Ndoké. Il est mort. Ça a changé quelque chose dans ta vie. Vous l'avez oublié. Je te parle de ça parce que le 5 octobre dernier, sur ma page Facebook, ça ne vous a pas intéressé. Comme d'ailleurs l'affaire Joseph Fouda, que j'ai publié depuis 2019-2020, sur ma page Facebook. C'est aujourd'hui que certains trophions se rappellent que quelque chose comme ça existe parce qu'ils ne sont pas dans la recherche, dans la défense de leurs intérêts, ils sont dans le cancan ou bien dans le buzz. Moi, je ne suis pas dans le buzz. Ce que vous voyez là est publié sur ma page depuis le 5 octobre 2024. J'ai fait une sortie là-dessus. Je ne vais pas vous lire tout, mais je suis toujours dans l'interrogation. Un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Pourquoi le DG, Cyril Senghor, qui affiche une volonté manifeste de redresser le port autonome de Douala, ne mériterait-il pas un quelconque soutien? Je pose toujours la question. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu certaines personnes gagner des marchés, des stades au Cameroun. Chers compatriotes camerounaises et camerounais, le 31 décembre 2022, je m'adressais à vous, espérant que du temps s'écoulerait avant que je ne revienne vers vous pour une autre adresse. Mais hélas, l'actualité de notre pays, faite de scandales, m'oblige à vous revenir prématurément. Il y a plus d'un an, en effet, j'alertais le peuple camerounais que vous êtes, tout entier, et le président de la République sur le vol massif organisé dans le cadre de la construction des infrastructures sportives en général et du complexe sportif de Lembe en particulier. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, accompagné de ses collaborateurs au cœur de ce scandale inadmissible, est monté au créneau, achetant des espaces entiers sur les chaînes de télévision publiques et privées à des heures de grande audience et avec des journalistes respectables pour démentir l'évidence et me traiter au passage d'aboyeurs populistes qui ne savaient pas comment se gère un marché public. À l'époque, nous vivions au rythme de correspondances sur très haute instruction et des réponses de certains ministres, dont celui des Sports, justement, adressées exclusivement au SGPR, patron de la task force. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était royalement ignoré d'eux. Comme ça va arriver dans les travaux publics ou dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, qui sont des scandales similaires, les chantiers de la CAN révèlent aujourd'hui la source des malheurs des Camerounais. Le ministre Mouele Kombi, tout honte bu et à bout, désormais à court d'arguments, est obligé d'écrire au Premier ministre pour lui annoncer que leur complice McGill a rompu le contrat, se gardant de mentionner que cette entreprise est leur comparse
dans leur stratégie de braquage. Tenez quelques chiffres pour vous donner une idée. Au départ, au moment où on parle pour la première fois de la construction, nous sommes en 2017, du complexe sportif de Lembe, voici ce qui figurait dans les maquettes. Un stade couvert de 60 000 places, 2 terrains d'entraînement de 1000 places chacun, avec tribune couverte, un gymnase de 2000 places assises, un musée, une piscine olympique de 1000 places assises couvertes, 2 terrains de basketball non couverts, 2 terrains de volleyball non couverts, 4 cours de tennis, 2 en béton et 2 en terre battue, pour un champion comme Rafael Nadal, justement, des espaces commerciaux et des galeries marchandes, un hôtel 5 étoiles d'au moins 70 chambres, des parkings, des voiries et réseaux divers, une plateforme hélicoptère. Le tout pour un coût total de 168 milliards de francs CFA. L'entreprise adjudicataire, c'était une entreprise italienne, Gruppo Piccini, qui devait donc réaliser ces ouvrages. L'argent, les 168 milliards, avait été trouvé et logé dans une banque italienne. Et puis, est survenue la résiliation du contrat avec Piccini, qui avait commencé effectivement les travaux. Alors, à la résiliation du contrat avec Piccini, résiliation qui est intervenue le 29 novembre 2019, quelle est la situation? Sur les 168 milliards, 113 milliards ont été consommés par Piccini. Le reliquat dans la banque où l'argent était logé est de 50 milliards. Les infrastructures de la phase 1 du projet qui était en construction, donc que Piccini avait construit, mais qui était toujours en construction au moment où Piccini doit partir parce que l'État avait résilié le contrat, c'était le stade principal de 60 000 places, les 2 terrains d'entraînement de 1000 places chacun, avec tribune couverte, les espaces commerciaux et les galeries marchandes, puis l'hôtel 5 étoiles d'au moins 70 chambres. Voilà à quoi ça ressemble au moment où Piccini s'en va. Et puis, viendra le 3 janvier 2020, McGill, parce que Piccini s'en va et l'État va trouver un autre constructeur, c'est donc une entreprise canadienne. Et il se passe en passant que lorsque Piccini s'en va, Piccini va ouvrir un contentieux contre l'État du Cameroun et va faire geler les 50 milliards de reliquats qu'il y a dans une banque italienne. Et McGill arrive donc, et l'État donc doit trouver les 50 milliards, puisque le projet, ne l'oubliez pas, c'était 168 milliards, Piccini en avait utilisé 113, il en restait 50, pour finir tous ces ouvrages, il fallait donc trouver les 50 milliards. Le président de la République a donc ordonné au MINPAT de contracter un crédit auprès de 2 banques, la Standard Chartered Bank, qui est anglaise, et la BPI, France Export. Et il va donc, l'État va donc emprunter 55 milliards. Alors vous l'aurez noté, il y a une majoration de 5 milliards. Pourquoi? Ben, vous le voyez sur le tableau. Dans les 55 milliards que l'État va désormais donc contracter, 27 milliards doivent servir à l'achèvement des infrastructures de la phase 1, c'est-à-dire des infrastructures qui ont été entamées par Piccini. 23 milliards doivent donc servir à la construction, donc on commence et on achève des infrastructures de la phase 2, c'est-à-dire le reste, terrain de basket, tennis, piscine et tout le reste. Et puis il y avait donc 5 milliards qu'on a majoré sur cette enveloppe de 50 milliards pour des contingences diverses. Je ne sais pas trop à quoi renvoient les contingences diverses. Alors, voici les opérations financières donc qui ont été faites pendant le séjour de McGill au Cameroun. McGill qui a donc commencé le 3 janvier 2020. En tout, il a donc été décaissé en tout, au profit de McGill, 53 milliards. 42 milliards décaissés sur le compte, logé à la Standard Chartered Bank, de 55 milliards. On y a prélevé 42 au profit de McGill. Il y a 11 autres milliards que l'État du Cameroun a trouvé en dehors de la caisse de 55 milliards à la Standard Chartered. Je vous explique. Il se passe que lorsque Piccini s'en va et gèle le compte où sont logés les 50 milliards en Italie, on va connaître un moment de flottement quand McGill arrive. D'ailleurs, à l'époque, on nous avait dit à la télé que McGill arrivait avec beaucoup d'argent, mais très vite.
on se rend compte que McGill n'a pas un copec. Donc il faut que l'État trouve quand même de l'argent pour que les travaux commencent, en attendant que l'argent de Standard Chartered soit disponible. Entre-temps, il y avait la pression, vous vous souvenez à l'époque de la FIFA, de la CAF, et on menaçait encore de nous retirer l'organisation de la CAN. Donc l'État va trouver 11 milliards en attendant. Une partie du trésor public et je crois 4 milliards, d'un emprunt opéré auprès de la caisse, la CCA, c'est une banque camerounaise. C'est donc le total de cela qui donne 53 milliards. Et lorsqu'on donne ces 11 milliards à McGill à l'époque, en fait c'est une avance. Et donc il est question que l'État trouve les 11 milliards pour que McGill commence. Et une fois qu'on aura accès aux 55 milliards logés à la Standard Chartered, McGill devait donc rembourser les 11 milliards à l'État du Cameroun, ce qui, avant que McGill s'en aille, n'a jamais été fait. Donc McGill a effectivement bénéficié de ce financement de 53 milliards. Et voyons donc maintenant par la suite dans quel état nous sommes. Alors McGill s'en va, il y a donc résiliation unilatérale du contrat par McGill, comme nous l'a annoncé le ministre Moïle Kombi. Et c'était le 21 décembre 2022, selon le courrier qui circule, que le ministre des Sports a adressé au Premier ministre. Quelle est donc la situation à Olembe? Ben la voici. Souvenez-vous, les infrastructures de la phase 1, entamées par Pichini en 2017, avant que Pichini ne s'en aille en décembre 2019, sont toujours inachevées. C'est curieux. Le stade principal donc, de 60 000 places, les 2 terrains d'entraînement, les espaces commerciaux, les galeries marchandes, l'hôtel 5 étoiles d'au moins 70 chambres. Rien de tout cela au moment où McGill s'en va. Après qu'on ait déboursé 53 milliards, rien de tout ceci n'est achevé. Souvenez-vous que s'il y a eu mort d'hommes pendant la CAN, c'est justement parce que le stade principal n'était pas achevé et que toutes les ouvertures du côté ouest, ou est encore, comme on disait à l'époque, là-bas n'ayant pas été achevé, il y a eu agglutinement sur les quelques ouvertures qu'il y avait, et c'est pour ça que les gens s'étaient marchés dessus. Alors, à la résiliation unilatérale de McGill le 21 décembre 2022, ces infrastructures de la phase 2 du projet sont toujours à l'état de maquette. Donc, rien n'a commencé. Il s'agit du gymnase couvert de 2000 places, le musée, la piscine, les terrains de basket, les 2 terrains de basket, les 2 terrains de volley, les 4 cours de tennis, les parkings, voiries, réseaux divers et la plateforme hélicoptère. Rien de tout cela n'est achevé. Mais c'est quoi la situation financière? Juste un rappel, puisqu'on en a déjà parlé. Les crédits consommés donc au moment où McGill aussi s'en va, puisque Pichini est parti en décembre 2019 et que McGill s'en va en décembre 2022, sur l'enveloppe, souvenez-vous, 163 milliards au départ, quand Pichini commence. Pichini consomme 113. S'en va, on prend encore 55 à la Standard Chartered, et puis on va d'ailleurs aussi s'endetter de 11 milliards, vous l'avez dit, en fait de 4 milliards plus l'argent que l'État a donné. Donc voici les crédits consommés. 166 milliards de francs CFA. Pichini, je viens de le dire, a consommé 113 milliards, McGill a consommé 53 milliards. Et le reliquat donc à la Standard Chartered Bank est de 13 milliards. Je vous explique pourquoi il y a un reliquat de 13 milliards. Parce qu'on pourrait penser que comme on s'est endetté de 55 milliards auprès de Standard Chartered et qu'on a consommé 53 milliards, il ne devrait pas en rester 13. Il devrait en rester 2. Mais je vous explique pourquoi. Je l'ai déjà dit, c'est juste un rappel. C'est que justement sur les 55 milliards de Standard Chartered Bank, l'État, ou alors l'État, oui, au profit de McGill, n'a pu tirer que 42 milliards. C'est pour ça qu'il en reste 13. Mais ce qui fait que ça arrive à 53 milliards, c'est-à-dire 42 plus 11, ce sont donc les 11 milliards dont je vous parlais tout à l'heure, que l'État a pris une partie dans le trésor public et une autre partie auprès de la CCA. Donc il reste 13 milliards à ce jour dans ce compte-là, et il y a des dettes. Razel, qui est un des sous-traitants, qui travaillait là-bas, réclame ces 10,5 milliards. Et un groupe d'entreprises camerounaises revendique 2,3 milliards. En d'autres termes, si on paye les dettes laissées par McGill, ben, il ne restera plus rien dans le compte. Mais plus rageant encore, c'est qu'au moment où McGill s'en va, McGill exige pour continuer les travaux, donc achever la phase 1, puis entamer et achever la phase 2,
qu'on décaisse encore à son profit entre 65 et 110 milliards. Chers compatriotes, voilà où nous en sommes. Je vais m'adresser au président de la République. Monsieur le président de la République, on dit souvent que vous prenez toujours le temps, que vous laissez le temps au temps, et que le temps finit toujours par vous donner raison. De grâce, cette fois, c'est trop de temps. Ne leur laissez pas le temps de tout détruire, de tout voler, d'hypothéquer l'avenir de la jeunesse camerounaise, qui est déjà assez sombre au vu d'un renchérissement du coût de la vie à cause des atteintes à la fortune publique toujours impunie. Monsieur le Président de la République, il se dit que certains de vos très proches bloquent le remaniement ministériel parce qu'ils ont pris fait et cause pour certains prévaricateurs ou que certains d'entre eux d'ailleurs veulent vous succéder. Dites-leur, Monsieur le Président, qu'ils ne peuvent pas entraîner les Camerounais, tous les Camerounais dans la misère la plus totale pour des intérêts simplement égoïstes. Situation qui peut par ailleurs les pousser, les Camerounais, à la révolte et au chaos. Situation qui sera plutôt un véritable danger pour notre avenir commun. Monsieur le Président de la République, les Camerounais vous demandent, par ma modeste voix, d'ordonner sans délai l'arrestation de ceux qui, sur vos supposées hautes instructions, ont organisé ce scandale financier. Vous tiendrez par la parole, Monsieur le Président, puisque dans vos discours de fin d'année au Camerounais depuis des années, vous dites que les prévaricateurs de la fortune publique, qui spolient l'État, à quelque niveau que ce soit, rendront gorge ou compte. Il est plus que temps, avant qu'il ne soit trop tard. À vous, chers compatriotes, Camerounaises et Camerounais, je sais que vous êtes excédés par ce groupe d'individus qui multiplient ces scandales dans la santé avec le Covid, dans les travaux publics avec les routes, dans les marchés publics, dans les domaines miniers et fonciers. Chers compatriotes, ces stades-là ne sont pas là. Mais vous êtes là. Vous les regardez. Vous observez. Après ça, vous mettez de côté, vous passez à un autre sabotage, un autre chantage. Personne ne parle des stades. Personne ne parle plus de ces stades-là. Et pourtant, c'était des milliards que vos parents vont payer, vos petits-enfants. Le Cameroun a été endetté jusqu'au cou, jusqu'aujourd'hui. Personne ne parle plus de ça. Nous avons vu des personnes aller à l'occasion de la CAN, aller chercher des voitures, des bus, mais par méchanceté, ces bus-là sont garés, en train de pourrir. Oh, voilà un autre scandale. Voilà un autre scandale financier du Cameroun. Ça, ce sont les bus de la CAN. Voilà, ça, ce sont les bus de la CAN abandonnés à ciel ouvert qui sont en train de pourrir. Les gens font même pipi partout, ici. Regardez, et dans bientôt, ça commence à rouiller dessus pour certains bus. Je vois des taches là-bas. Regardez vous-même. Regardez les millions. Regardez les millions de la CAN. Les bus flambant neufs. On n'a même pas. Regardez, là-bas, il y a même des oiseaux qui font des nids là-dessus. Les oiseaux vont faire des œufs dessus. C'est pas possible au Cameroun. Ça me rappelle encore les tracteurs laissés en brousse. Pardon, vendez ces bus même à Lydie Voyage ou bien quoi Voyage. Que les Camerounais sont en train de mourir sur les routes en route à cause des mauvais bus. Voilà les bus. Vendez ça aux agences de voyage. Ils vont continuer à utiliser. C'est pas possible. Pourquoi on peut faire une perte comme ça? Ça donne quoi à qui? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté? On laisse pourrir le bus comme ça pour rien? Ce n'est pas quand même sérieux. C'est pas sérieux. Hein? Je demande pardon, je supplie seulement le gouvernement. Vendez ça aux agences de voyage. Qu'on fasse Douala, Yaoundé, Bafoussam, Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Gaoundé, n'importe où. Mais que ce soit utilisé pour les Camerounais. C'est pas possible. On ne peut pas laisser les bus pourris comme ça. Ça, c'est pas possible. Un scandale financier de plus. Vraiment de Dieu. Ouais, c'est très triste. C'est très triste. C'était s'indigne. On ne comprend pas. On ne vous voit pas sortir. Je vois très peu d'activistes, même les assassins de Martinez Zogo. Personne ne parle. Personne ne dit rien. Mais c'est là. Alors que c'est toi qui vas payer. Tu ne t'interroges pas. Tu ne te poses pas de questions. Aujourd'hui, il y a un seul Camerounais qui m'a appelé
Et il me fait comprendre que, Patrice Nouma, les tracteurs que j'ai vus dans la région du sud, garés là-bas, vraiment, je ne sais pas comment je peux faire pour prendre ces tracteurs-là, même s'ils ont fait 30 ans sans marcher, je vais leur donner vie. Un seul Camerounais, très peu ont dénoncé ça, mais un Camerounais s'est levé, il est dans le Maryland, Jordan, il m'a appelé pour me poser la question que j'ai vu ce que tu as publié, mais quand est-ce que, je ne sais pas, j'ai envie de prendre tous ces tracteurs-là et leur redonner vie. Ces tracteurs-là servent au peuple camerounais. Je n'entends personne parler. J'ai donc vu également, là, au Cameroun, les milliards sont sortis des poches de certains investisseurs. 2 fois de suite, sur 2 formes, je vais le dire ici, sur 2 formes. Les milliards sont sortis pour les péages au Cameroun. Toi qui m'écoutes, toi pour qui ces péages-là ont été faits, est-ce que ces péages-là sont opérationnels? Est-ce que les péages sont opérationnels? Non, n'est-ce pas? Allez poser la question pourquoi les péages ne sont pas opérationnels. Alors que les gens, les investisseurs ont dépensé de l'argent. Ils ont même financé et corrompu les personnes. Donné pour qu'on leur donne la possibilité d'investir. Aujourd'hui, les mêmes péages sont bloqués. Pourquoi? Parce que certaines personnes veulent en faire un bien privé pour eux. Donc, les investisseurs viennent dépenser leur argent, mettre les péages, vous ont donné de l'argent pour avoir même ces agréments-là. Plus ils ont fini de dépenser, ils ont fini de travailler. Maintenant, vous voulez prendre les péages pour que les péages restent à votre nom personnel, pas au nom de l'État. Parce que bien même que ce soit au nom de l'État, vous aurez volé, comme le fait aujourd'hui Ozat Babok et sa femme qui volent les biens, disent que ce sont les biens de l'État. Les péages sont là pour servir le peuple camerounais bloqué. Les gens ont dépensé leur argent. Je ne vous entends pas parler. Vous ne les dénoncez pas parce que vous voulez voir vos enfants grandir. N'est-ce pas? Alors, ici, je vous parle de ça pourquoi? Parce que dans ce document où je pose la question, pourquoi le DG Surisungo, qui affiche une volonté manifeste de régresser le port autonome de Douala, lui, en mal ou en bien, il fait un effort, nous voyons. En bilan comparatif, faites le bilan, dites-nous qui a fait mieux que lui. Pour le moment, peut-être il y en a, mais nous ne connaissons pas. Proposez-nous cela. Vous nous dites que Jean-Philippe Odoroussou était là, il a fait mieux, voici son bilan. Surisungo a fait mal, voici son bilan. Mais nous voyons la même presse. À charge. Surisungo le matin, Surisungo à midi, Surisungo le soir. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que nous sommes toujours, nous, en train de dénoncer, de détruire même ceux qui ont envie de faire bien, ou mieux? Je ne sais pas. Sans preuve à l'appui. Je pose la question parce que moi-même aussi, sans m'exclure, moi, c'est pour ça que j'ai dit non. Pourquoi nous sommes toujours dans la catégorie de la destruction, sans apporter des éléments comparatifs? Quand je vous parle de Mbarga Mongele, je vous parle de Mbarga Mongele à vous disant ce qu'il a fait, ce qu'il devait faire et ce qu'il nous revenait de faire. N'est-ce pas? Ce que vous avez vu Mbarga Mongele faire là, venir dénoncer quelqu'un dans son domaine, en laissant son propre domaine à lui, où les plus grands tontinards qui cotisent dans les tontines par jour, 500 000, 1 million sont les policiers. Ils se stockent en route. Mbarga Mongele ne regarde pas ça. Il va regarder. Aujourd'hui, les mêmes personnes font la même chose avec Surisungo. Personne ne regarde son domaine. On va regarder le domaine de Surisungo sans pour autant se poser la question que quel est mon rôle, quelle est ma mission. Alors quand on va changer Surisungo ou quand vous allez le tuer, ça profitera à qui? Dodo que vous l'avez tué, ça a profité à qui jusqu'aujourd'hui? Parce que vous voulez exactement faire comme les Biya et les Semingue dans les années 60. Non, moi, personne ne prendra ma vie. Je suis et je ferai partie de l'équipe dirigeante du Cameroun de demain. Je te dis ça aujourd'hui, il faut noter ça dans ton cahier. Si je ne suis pas parmi ceux-là, mes enfants seront parmi ceux qui vont diriger le Cameroun de demain et prendront mon programme que je travaille ici depuis 30 ans avec les autres pour qu'il soit imposé là-bas. Personne ne prendra ma vie. Mais vous tuez trop. Trop de sang coule.
Le document, si je ne vais pas tout vous le lire parce qu'il est sur ma page Facebook, je vais vous lire la première page seulement. Qu'est-ce que je dis ici? Pourquoi le DG Cyrus Ngom, qui affiche une volonté manifeste de redresser le port autonome de Douala, ne mériterait-il pas un quelconque soutien? Nonobstant toutes les formes de considération qui motivent souvent les sorties faites autour de l'actualité du port autonome de Douala, il faut certainement et à un certain moment poser un regard froid et surtout se poser de bonnes questions sur l'apport et l'efficacité de certaines sociétés camerounaises en rapport avec la conjoncture économique en cours. Il est connu que notre pays est un véritable champ de pillage à ciel ouvert où de hauts responsables se livrent à cœur joie dans la dilapidation du patrimoine de l'État aux fins de l'enrichissement illicite. Dans cette écurie caractérisée, il est rare de retrouver des compatriotes qui font l'effort de servir sans se servir. Il est rare, très rare, de trouver et de retrouver les compatriotes qui font l'effort de servir sans se servir. C'est dans cette veine que l'on peut s'étonner lorsqu'on voit quelqu'un qui s'évertue à défendre les intérêts du Cameroun dans son domaine respectif. En entendre une quelconque forme de rémunération être plutôt victime de lynchage tous azimuts. Le plus étonnant est de savoir que c'est cela qui attire toutes sortes de foudres de ceux qui sont pourtant censés les y encourager. Le cas du directeur général du port autonome de Douala ne serait-il pas symptomatique de cet état de choses? C'est toujours les questions que je pose. Cyrus Ngom n'est certainement pas parfait, ni le plus grand et intègre des patriotes. N'est-ce pas intellectuellement honnête néanmoins de reconnaître que depuis son arrivée à la tête du port autonome de Douala, les scores enregistrés sont de loin ceux escomptés. Il est allé très loin que ce qu'on pouvait m'attendre de lui en termes de développement, d'évaluation, de réforme et même des recettes. Je me base sur les écrits. Je me base sur les rapports. Et je me base sur les faits. Je ne suis ni employé du port autonome de Douala. Je ne suis ni communicant du port autonome de Douala. Je demande même des comptes en tant qu'actionnaire majoritaire du port autonome de Douala. Je suis actionnaire majoritaire. Je demande donc des comptes. Mais je constate quand même que entre la période que couvrait le dirigeant européen que vous connaissez et Cyrus Ngom, il y a quand même des changements. Alors, allons-nous saluer ces changements? Allons-nous cracher dessus? Allons-nous insulter? Allons-nous dénigrer? Allons-nous détruire le peu? Ou alors entre lui et les autres, que préférerons-nous avoir aujourd'hui? C'est la question que je pose ici. Et que chacun d'entre vous réponde un peu. Parce que nous critiquons beaucoup, y compris moi. Nous critiquons trop. Et quand nous critiquons, nous n'apportons rien pour mettre à la balance. Que ce que Cyrus Ngom fait là, il fait mal. Mais voici ce que l'autre a fait de bien. Voilà ça. On critique, on salue, on insulte, on dénigre. Le document est long. Je voulais tout simplement poser cette question-là. N'est-ce pas intellectuellement honnête, néanmoins, de reconnaître que depuis son arrivée à la tête du port autonome de Douala, les scores enregistrés sont de loin ceux escomptés. La récente convention, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la récente convention du PAD, signée récemment, à en croire les chiffres en circulation, semble témoigner de sa volonté d'aller plus loin dans la quête de plus de performances. Il s'agit, selon les médias camerounais, d'un contrat de partenariat portant sur la conception, le financement, l'aménagement, la gestion et l'entretien d'une zone d'activité industrielle portuaire qui va favoriser l'implémentation d'un vaste écosystème industriel et d'un logistique multimodèle, intégré et interconnecté aux activités du port autonome de Douala. Nul doute que ce nouveau partenariat entre le PAD et cette entreprise Aris va gagner de nombreuses niches d'emploi, notamment avec d'autres sociétés sous-traitantes qui viendront se greffer à cette vaste activité. Celles-ci s'exerceront dans la conception, l'aménagement, la gestion et l'entretien des plateformes
vont de ce fait constituer d'importants tremplins professionnels qui viendront contribuer à repousser le chômage qui bat son plein au Cameroun. Il est devenu rampant, il devient viscéral, il rentre dans le sang. Le chômage devient le petit déjeuner des Camerounais. Et qui dit chômage, dit congossa, dit braquage, dit vol, dit drogue, dit tout ce qui est mauvais. Ça détourne les Camerounais des activités du quotidien pour entrer dans la dérive. Alors, avec ce nouveau partenariat, le trésor public camerounais, plutôt en mal, depuis quelque temps, devrait voir les caisses de l'État bénéficier d'importantes redevances fixes, redevances variables, une redevance fixe calculée sur les parcelles occupées, sans oublier les autres dividendes actionnaires du fait de la participation au capital social de la société du projet en charge et de la gestion des zones. Je ne vais pas vous lire tout le document que j'ai publié sur ma page Facebook depuis octobre. Pourquoi? Parce que je m'intéresse à ce que fait Cyrus Ngo. Travaille-t-il pour nous? Travaille-t-il pour mon intérêt personnel? Travaille-t-il pour... moi, je cherche mon intérêt personnel. Je veux savoir s'il travaille pour moi. Alors, je me suis rendu compte que le contrat qu'il a signé avait pour but de créer au minimum 15 000 emplois, directs et indirects. Et en ce moment, il y a déjà une trentaine d'emplois, avant même qu'ils ne commencent, qui sont déjà en activité. Oui, monsieur, en ce moment bien précis, au vu des éléments qui nous reviennent sur le terrain, il y a déjà au moins des dizaines et des dizaines de personnes qui sont déjà en train de travailler. Si toi tu dis le contraire, viens nous prouver le contraire. Nous regardons ici avec les documents qui nous sont mis à notre disposition par d'abord l'Agence fédérale des investigations, par les rapports écrits des services de renseignement camerounais. Parce que tout étranger qui vient investir au Cameroun, les vrais services de renseignement, de loin ou de près, infiltrés ou introduits, direct ou indirect, écrivent des rapports qui déposent sur le bureau du président de la République. Nous aussi, nous récupérons et nous partageons avec vous. Dans les documents, on parlait de 15 000 emplois qui seront, les PME, petites et moyennes entreprises de la place vont en bénéficier. Je rappelle que dans les documents qui sont signés, c'est cette compagnie-là qui finance les projets. C'est cette compagnie-là qui finance. Le gouvernement, ni le port autonome, n'apporte un seul centime. Le gouvernement va bénéficier de ce qui lui sera reversé sur le terrain, comme le gouvernement avait promis prendre les bénéfices aussi sur les stades, sur les péages, sur les ponts métalliques. Comme le gouvernement avait décidé d'investir sur les usines de volailles. Comme le gouvernement avait décidé également d'investir sur les usines de transformation de manioc. Comme le gouvernement avait décidé d'investir sur les tracteurs. N'est-ce pas? Le gouvernement a investi sur tous ces pans-là. Mais sur tout ce que je viens de vous dire là, nous n'avons rien vu. Nous n'avons rien vu. Zéro Walou. Les ponts métalliques ont été volés. Moi, j'ai les dossiers. Parce que c'est moi qui travaillais sur ce dossier-là ici. pas les assassins de Martinez ou Zogo, ou bien ceux qui racontent leur vie dans les cancans qui n'ont aucun dossier. Moi, j'investis et ça me coûte beaucoup d'argent. Pour dénoncer le système qui me paye, moi. C'est-à-dire que le système de Paul Biya me paye pour le dénoncer. Que c'est un système de bandits et de criminels. J'ai donc investigué sur les ponts métalliques partant des États-Unis. Sont impliqués à l'intérieur Nganou Djomessi, lui Paul Motazé, Patrice Ambassala, Patrice Nogossi. Ne serait-ce que ces quatre-là. Moi, j'ai leur dossier. On n'a vu aucun résultat. Les usines, les tracteurs, vous les avez vus. Nous avons également le dossier. C'est pas moi qui ai géré ce dossier-là au moins, mais j'ai récupéré quand même. Les usines de transformation de manioc, lui Paul Motazé, j'ai le dossier. Les usines de volailles, j'ai le dossier. Toujours lui Paul Motazé. Les usines de tracteurs, c'est pas moi qui l'ai traité, c'était Paul Biya et les Indiens et les partenaires de l'époque. J'ai une partie du dossier. Nous n'avons rien vu. Au niveau du port autonome de Douala, insultons Cyrus Ngo. Disons tout ce que nous voulons. Mais chaque jour, nous voyons au moins un début de quelque chose. Nous voyons un début. Mais ceux qui peuvent mettre en contradiction les chiffres, ce qui fait mal, venez nous prouver le contraire parce que c'est notre bien à nous tous. Pourquoi on pose dans les comptes, qu'on demande des comptes à Cyrus Ngo? De quoi est-ce qu'il est question au juste? Nous avons donc là maintenant cette société, comme je vous l'ai montré au début de la publication, la petite vidéo que vous avez vue sur le port autonome de Douala. Il y a plusieurs vidéos comme ça. Cette société qui est représentée, elle est représentée au Rwanda, au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Gabon, au Tchad, Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud et dans beaucoup d'autres pays. Vient dans notre propre pays, le Cameroun, aujourd'hui. Il y est de façon, il travaille déjà avec certaines structures sur place avant
de façon indirecte. Elle y est maintenant pour des accords avec le port autonome de Douala. Je veux que chacun ouvre son nez et se pose la bonne question. Le partenariat, avant d'être signé avec cette compagnie, est passé par le conseil d'administration qui valide. Toutes les structures du Cameroun concernées valident. Même la présidente de la République a émargé, donné sa validation. Toutes les structures. Mais où est le problème aujourd'hui? Où est le problème? Le problème, c'est que il y a un monsieur, le monsieur qui construit les tours là, qui construit les tours jumelles. Il dit que le document là ne devrait pas être signé. Il faut annuler la convention. Il dit ça à quelle heure? Alors qu'ils ont déjà signé, y compris lui-même son représentant. Il dit ça pourquoi? Il dit ça au même titre que les autres. Ceux qui ont pris l'argent des péages. Parce que lui, il n'a pas reçu son argent. Après la signature, il attendait qu'on vienne lui donner de l'argent. Comment? Nous venons investir au Cameroun. Nous venons créer des emplois. C'est nous qui allons tout payer. Tout. Toi, tu es dans ton bureau. Il faut qu'on te donne de l'argent qui n'entre pas dans les caisses de l'État, mais qui rentre dans ta caisse. Pour n'avoir pas reçu cet argent, il faut que Tourman, comme ça qu'on l'appelle, Tourman écrit donc partout pour dire que voilà, il faut que le contrat soit annulé. Qui a d'abord signé le contrat? Sulusungo s'est assis dans sa chambre, a signé ce contrat, il est allé la donner en cachette. Donc vous avez découvert le contrat aujourd'hui. Pourquoi le contrat doit être annulé? Parce qu'il devait passer d'abord par le ministère de Garganjan. C'est-à-dire que c'est un pays de méchants. Voilà le gars qui explique qu'est-ce qu'est le Camerounais. Chaque fois que tu rencontres Bruno Tani, vraiment, si tu n'as rien à lui donner, prends 30 minutes, prie pour lui. Parce que ce garçon-ci, c'est-à-dire, même quand tu communiques, des agrégés n'ont pas réussi à traduire, à définir le Cameroun en un paragraphe de 15 phrases, 15 demi-phrases, comme ce garçon-ci l'a fait. Voilà le travail du Camerounais. Détruire l'autre. Dès que tu tentes de monter, on te ramène vers le bas. Il faut que tu sois à leur niveau. Tu as besoin d'aller chercher ça où? Les événements au quotidien vous le démontrent. Si moi, Patrice Nouma, j'avais été légèrement léger, oui, légèrement léger, mais ce gars-là m'aurait détenu en 30 ans. Alors comme moi, j'ai choisi de dire que toute personne vivant sur cette terre qui se mettra sur mon chemin ne me trouvera pas. Je vais l'écraser. Oui, monsieur. Et chaque fois que tu vas avoir ce mindset, personne, no one can stop you. Personne ne va te stopper. Parce que tu sais où tu vas. Et tu sais ce que tu veux. Alors, en regardant sur Lusungo, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais j'ai appris quelque chose sur ce monsieur. Vraiment, j'ai appris quelque chose. Nous pouvons critiquer, y compris moi-même. Nous pouvons insulter, mais reconnaissons que ce monsieur a une particularité. Il ne gère pas les cancans. Non, non, non. Vous n'allez pas le voir sortir, commencer à vociférer, comme Atanganji raconter sa vie. Non. Il rencontre Paul Biya, il fait ce qu'il a fait, qui est public. Il publie sur ses pages Facebook, sur leur page, sur leur site internet, il publie là-bas. Les documents sont là. Celui comme moi qui veut savoir la vérité, je m'en vais donc prendre maintenant. Si j'ai les moyens, je fais une contre-investigation par rapport à ce qu'il dit, je viens publier. Ma question ici, à toi qui m'écoutes, est-ce que ce monsieur-là ne mérite pas des encouragements? Ne mérite-t-il pas l'accompagnement? A-t-il mal fait d'amener des investisseurs parce que l'argent ne sort pas des caisses du port autonome de Douala? Et si l'argent sort des caisses du port autonome de Douala, je ne sais pas. Mais si toi aussi tu te bats pour tes intérêts comme moi je me bats et que tu as ce que je n'ai pas, viens partager avec nous. Pour qu'ensemble qu'on se remette dedans, qu'on aille maintenant pousser sur son dos au mur. Que non, tu nous as dit ceci. Mais aujourd'hui, voici ce que nous voyons. Parce qu'il ne suffit pas seulement de s'asseoir ici, de dire, non, Sulusungo est mauvais, Sulusungo je le connais, mais c'est un bandit, il a vendu le port autonome de Douala, il a vendu ceci, il a fait ceci avec la drague, on a payé 150 millions de drague, le drague est revenu, ça ne marche pas, il a volé l'argent. Très bien, oui, tout ça, c'est vrai, on a compris. Moi je n'ai pas de documents, je veux ces documents-là.
drague est venue, la drague Chantal Biya, ça ne marche pas, on a dépensé ci, on a dépensé ça. Qui a signé le contrat de la drague? Qui a gagné ce marché? Qui a signé ça? C'est toujours ce que je vous dis ici, que Paul Barthélémy Biya, que nous insultons, nous critiquons jour et nuit, moi-même en premier, a décentralisé son pouvoir et m'a donné une partie de ce pouvoir-là, moi, Patrice Noma. Je veux être puni de ce que je n'ai pas fait alors que j'avais le pouvoir de le faire. Il faut que la justice me suive. Au port autonome de Douala, d'après le récapitulatif, le programme, l'organigramme que nous avons, il y a des gens qui sont chargés dans les départements de s'occuper des contrats. Ces personnes-là doivent être publiées, traduites en justice pour venir répondre de ce qu'ils ont fait des contrats. Qui a signé le contrat de drague, ou la drague, ou drague, ou whatever, de Chantal Biya? Si c'est Cyril Sungo, il va nous rendre des comptes. Si ce n'est pas lui, celui qui a fait le contrat doit rendre des comptes. Pyramidal, ça commence là, ça monte. Et si ça monte, ça doit descendre. Et quand ça descend, ça part où? Dans l'air. Quand ça commence en bas de façon pyramidale, du bas vers le haut, mais ça passe par des personnes. Qui est responsable où? Mais si ça passe par le haut et ça redescend des responsabilités, mais il faut que à l'échelle de chacun, chacun doit y répondre. C'est ce que je suis venu te poser comme question ici. Jusqu'à quand? Non. Allons-nous permettre qu'on détruise les nôtres, même ceux qui veulent essayer de bien faire? Les investisseurs arrivent chez nous au Cameroun avec leur argent. Ils ne viennent pas te demander. Tout ce qu'ils veulent, c'est des autorisations. Que si vous entendez le bruit ici, nous sommes en train de construire telle structure. Ils veulent les autorisations. Pour leur donner ces autorisations-là, ils doivent payer. Pas payer pour les caisses de l'État, que ça rentre dans les caisses de l'État. Ça doit rentrer dans les caisses des ministres, dans leur propre poche. Oui, monsieur. Et quand ça ne rentre pas dans leur propre poche, on est convaincu automatiquement que ceux-là, ceux qui ont signé ce partenariat-là, c'est-à-dire Cyril Sungo, le port autonome, parce que Cyril Sungo représente le port. Donc Cyril Sungo, lui, il s'est mis de plein dans les poches. Non. Il vous dit, bon, si vous avez les preuves de ce que vous dites, venez le justifier, venez le prouver. Je suis allé chercher les partenaires loin pour les amener, pour venir créer des emplois chez moi au Cameroun. Après moi, ça va continuer. Vous allez continuer. Ma question ici, ce n'est pas Cyril Sungo a de raison ou il a tort. Je pose la question, où est le problème d'aller chercher des partenaires étrangers pour venir investir chez nous au Cameroun? Lui, il est en train de faire. Ceux que je vous ai cités là, ils ont fait où? Ils ont fait quand? Et comment? Comment faisons-nous pour toujours tuer les nôtres, même ceux qui veulent bien faire? Je pose des questions. Je ne suis pas payé ici pour être le porte-parole du port autonome de Douala ou bien du gouvernement. Je parle parce que j'ai le droit et le devoir. Je suis actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. Il faut qu'on m'explique. Je veux comprendre. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Quel est donc ton rôle, toi? Quelle est ta mission? Je veux comprendre. Et toi aussi, cherche à comprendre. Parce que c'est de ton intérêt qu'il s'agit. Ce n'est pas l'intérêt de quelqu'un d'autre. Chacun se bat pour ses intérêts. Regarde comme les autres se sont mobilisés autour de l'Ukraine pour défendre les intérêts de l'Ukraine. Les gens se mettent autour d'un pays, autour de leur, pour défendre leurs intérêts. Chaque pays défend ses intérêts. Mais toi tu quittes le chez toi au Cameroun pour aller chercher le blé dans un pays en guerre, en Ukraine. Alors que dans ton propre même pays, le Cameroun, il y a un monsieur qui a travaillé à l'époque. Il y avait le blé au Cameroun. Écoute le témoignage d'un autre Camerounais. Parce que je suis obligé de vous rappeler tout ça parce que vous perdez le nord. Vous oubliez de défendre les intérêts qui sont les vôtres. Il faut les défendre. Les intérêts qui sont les vôtres, il faut les défendre. Écoutez ce que dit ce monsieur. Je suis à Wassandé, dans la région de l'Adamawa. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi? C'est la Sodeblé, la société de développement du blé au Cameroun.
une société qui est censée non seulement nourrir le Cameroun, mais exporter aussi du blé. De l'autre côté, c'est des champs. Et là, nous avons des champs sur pratiquement 30 km jusqu'à Tello. À l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il y a un incompétent qui gère ce pays. À l'arrêt, parce qu'il y a un incompétent qui gère ce pays. Nous payons actuellement un sac de farine à plus de 20 000 francs. Alors que nous avons tout ça, capacité de production. Vous savez ce qu'il faut faire. 2025 n'est pas loin. Prenez vos responsabilités. L'heure est grave. Nous ne pouvons pas continuer à ce rythme. On ne peut pas laisser autant de potentialités. J'ai dit autant de potentialités, autant de possibilités entre les mains des incompétents. On ne peut pas continuer de subir. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'il y a la famine dans le septentrion. Mes chers compatriotes, trouvez-moi des mots exacts pour qualifier ce régime diabolique. Ce régime d'incompétents. En développant l'assaut des blés et Ouassandé, c'est pas la Damawa que vous aidez. C'est pas non plus le septentrion que vous aidez, c'est tout le Cameroun, c'est toute la sous-région. Bien. Et parlez là de l'assaut des blés. L'assaut des blés. L'assaut des blés. Mais dans notre propre pays, ça ne te concerne pas. Tu ne parles pas de ça. Et pourtant, ça te concerne. Ça te permet de vivre, de manger tes produits de chez toi. Ça te permet de créer des emplois dans ton propre pays. Oui, monsieur. Mais les engins qui étaient là pour aider les agriculteurs de travailler dans le domaine de l'assaut des blés et du blé sont parqués. Je peux bien dans le sud. Mais tu n'en parleras pas. Pourquoi? Parce que tu veux voir tes enfants grandir. Mais ce qui va t'intéresser, c'est de t'attaquer à ceux-là qui dénoncent cela. Et tu rejoins donc ce que disait ce gars, Jean-Bruno Tagny. Et pour que tu aies te retrouvé en France, en train de demander l'asile, en train d'aller vivre avec des allocations familiales, parce que tu vas raconter tout n'importe quoi. Il faut apprendre à s'assumer. Le jour où tu ne pourras plus t'assumer en tant qu'un être humain, tu ne vis pas. Tu me vois en train de porter là en grand caractère Ronaldo ou Ronaldinho. Non, je suis Patrice Nouma dans mon domaine. Celui qui a été appelé à Tangana, le mathématicien. Il est mathématicien dans son domaine. Il fait la fierté du Cameroun. Alors si tu penses que toi, pour mieux vivre, il faut que tu salisses l'autre. Il faut que tu mentes. Il faut que tu dises tout et n'importe quoi parce que tu veux être bien vu. Non, ce n'est pas ça. C'est plus grave que ce que tu crois. Le mal est profond. Donc ce que les gens font à Siri-Songo, ils ne le font pas seulement à Siri-Songo. C'est dans tous les domaines. Et tu ne te rends compte que quand ça arrive dans ton domaine. Mais la sortie de Mbargangele. Mbargangele vit à Yaoundé. Il vit dans la poubelle. Mbargangele n'a pas de problème de douane. Parce qu'il va appeler à la présidence et dire, voilà, j'ai fait venir la voiture de ma femme. J'ai fait venir ceci. Donc on met ça dans le même package de ce qui sort pour aller à la présidence. Donc il n'a pas de ces difficultés. Mais il sait que les Camerounais pleurent. Les plus grands concurrents des commerçants au Cameroun, ce sont les membres du gouvernement. Eux, ils ont les exonérations de douane. Mais le Bamileke, le Béti, le Camerounais, l'anglophone, le nordiste, le Bassa, le Douala, le Béti, lambda, il est obligé de payer sa douane. Mais aucun membre du gouvernement ne paye sa douane. Il ne paye pas l'eau, il ne paye pas l'électricité, il ne paye pas le chauffeur. C'est l'État qui paye son chauffeur. Il a la voiture de travail, il a les avantages qui vont avec. Il ne paye pas le logement. Il a tous ces avantages-là. Il va se faire soigner à l'étranger. Qui nourrit ce train de vie? C'est toi. Et c'est moi. Mais tu ne vas pas te baser là-dessus. Tu vas aller t'attaquer à des personnes, parce qu'on t'a dit, voilà, va attaquer l'autre. Non, ce n'est pas comme ça.
ce que tu es en train de voir là, pour le moment, on dit, allons tirer sur le Senghor. N'est-ce pas? On tire sur le Senghor. On dit tout et n'importe quoi. Ce qui est vrai, ce qui est faux, on ne le sait pas si jamais une enquête n'est pas ouverte. Mais à partir du moment où ceux qui sont appelés à mener des enquêtes, c'est eux qui sont à la base de cette déstabilisation. Que quand un ministre, rang des ministres comme Bargangele vient s'asseoir, indexe un autre ministre, oublie que lui-même, c'est son département ministériel, fait partie de l'un des départements les plus corrompus de notre pays. Quand il vient s'asseoir et raconte ce qu'il raconte là, c'est pourquoi faire? C'est pour détourner l'attention, parce qu'il sait que le mal est très profond. On ne peut pas vous dire que tous les membres du gouvernement sont mis dans le même sac. Non. Il y a 2 ou 3 gouverneurs qui font leur travail. Il y a 2 ou 3 maires qui essayent de faire leur travail, mais qui ne sera pas visible dans cet océan du mal. Il y a 2 ou 3 directeurs généraux. Il y a 2 ou 3 ministres. Tu trouveras au moins 1 ou 2 personnes, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, bien qu'ils travaillent tous dans le même régime. C'est toi et moi, nous devons faire la différence. De savoir que ce qui se passe là, on veut détruire tel, on veut détruire tel. C'est comme dans ceux qui publient des informations. Il y a un magazine en France, ça c'est un cadeau que je te donne. Il y a un magazine en France, on a Mediapart. Mediapart, c'est l'un des magazines qui investigue et qui dépense énormément d'argent. Ils ont fait tomber des chefs d'État, ils ont fait tomber des ministres, ils ont fait tomber des directeurs généraux. Ils ne sont pas dans le cancan. Ils vont à la source et dépensent beaucoup d'argent. C'est différent du magasin. Il y a un magasin en France, là, quelque part là-bas, qui emploie d'ailleurs certains Camerounais, qui est dans le cancan. Il te dit, bon, il s'appelle, c'est Afrique, je ne sais pas quoi, ce magazine-là, quelque chose de ce genre-là, qui ment à longueur de journée. Voilà dans les vrais commerces, ils ne sont pas différents des feuilles de chou. Ils mentent à longueur de journée. C'est-à-dire, voilà un journal qui a passé son temps dans la vie à mentir, à vendre les feuilles de chou sur le Congo-Ça. Et ça n'attrape que des personnes qui n'ont rien à faire. Comment moi je prendrais des millions pour aller donner un torchon comme ça parce qu'il faut qu'on parle bien de moi. Voilà que la dernière information sur l'affaire longueur, ils viennent encore mentir. Je vais te donner un exemple très précis. Ils te disent que voilà une vidéo qui sort d'un cloud. iCloud, n'est-ce pas? D'un ordinateur. Mais quand vous regardez la vidéo qui circule dans les longueurs qui circule dans les réseaux sociaux, c'est une vidéo filmée d'un portable à un autre. Comment un truc peut sortir d'un iCloud et être filmé comme ça? Si cette vidéo-là est sortie d'un iCloud, elle devait normalement être distribuée comme elle a été publiée ou extraite d'un iCloud. À partir de cet instant-là, tu comprends que ce magazine-là ment. Alors, si ce magazine-là devait protéger son mensonge, il devait utiliser un autre, 2 narratifs, au moins, pour se protéger. Est-ce que tu comprends, Albert? Cette vidéo, je ne peux pas en parler pour le moment, de cette histoire de longueur, qui est une histoire d'ailleurs très très grave et qui implique beaucoup de personnes et beaucoup de services. Il n'y a pas que la sécurité militaire, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a des services de renseignement. Si le journaliste Afrique, whatever, vous dit donc qu'ils sont capables d'investiguer lors d'écouter les cancans, qu'ils vous disent et qu'ils vous sortent aussi dans le même iCloud la vidéo de Jean-Marie Benoît Mbala. Je le dis ici, moi j'ai cette vidéo-là, que celui qui est fort et courageux la publie aussi, ou alors on se rencontre et montre d'abord la sienne et que je montre celle que moi j'ai. C'est pour te dire que en matière d'information, il faut aller à la source, il ne faut pas faire dans le cancan. Vous comprenez? Et que ceux qui ont publié sur l'affaire Martinez Zogo vous donnent des éléments qui ont entraîné Amogo Belinga en prison. Moi, j'ai ces éléments-là ici. Moi, je les ai. Je vous parle là, nous partons là de la violence qui a été faite sur la personne de Longa, qui était très grave. Et Longa n'est pas seul. Il y a un autre qu'on appelle Mbanga Diaspora, qui vit en Inde, sérieusement molesté. Sérieusement, en matière d'information, des vidéos inédites comme ça, j'en ai entre 1500 et 1800 vidéos que vous n'avez pas encore reçues là dehors. Et que je ne suis pas sûr que vous aurez même un jour, si je ne les publie pas. Parce que ceux qui ont posé ces actes-là,
n'ont pas intérêt que cette image-là sorte. N'est-ce pas? Donc, ils ne peuvent pas vous les donner. Mais ceux qui nous les ont fait parvenir, ils ont une bonne raison. Parce que pour combattre un système, il faut être à l'intérieur de ce système-là. Et j'y suis confortablement assis et je suis en train de mener un combat sans armes pour désarmer ces individus. Le magazine qui a publié ces feuilles de chou-là n'a pas le narratif réel. Totalement. Il a des poches de vérité comme ça, à gauche et à droite, pour essayer de donner une crédibilité à une rédaction, que les mêmes gendarmes dont il parle lui donnent aussi dans la vidéo de l'assassinat de Jean-Marie Benoît Mbala. Moi, j'ai les éléments. Qu'il vous donne aussi les éléments de l'assassinat de Martinez Zogo. S'ils sont forts, je mets ma main ici à couper. Personne là, parmi les faux journalistes ou bien les journalistes de cette Afrique, whatever, qui est basé quelque part là-bas, qui vendent le mensonge. Non, ils n'ont pas ça. Les vrais enquêteurs sont des journalistes. Et les vrais journalistes, on les retrouve à Mediapart et d'autres. Vous avez connu l'affaire d'Edward Snowden. Edward Snowden, les gens, les vrais médias, ont payé leur billet d'avion pour aller rencontrer Edward Snowden là où il était, dans un hôtel. Tape sur YouTube la rencontre d'Edward Snowden et les journalistes. Tu vas trouver ça. Les vrais journalistes dépensent et vont sur place chercher. J'ai souvent lu les narratifs de certaines personnes. Tu lis, c'est captivant. Toi-même, tu as des éléments de ce qui s'est passé. Et tu vois ce qu'un journal peut écrire dehors. Tu dis, bon, voilà, c'est comme ça qu'ils ont passé leur temps à mentir, à raconter des choses. Et pour le moment, mon frère, je ne veux pas parler de l'affaire de Longa Longa pour le moment. Nous sommes en train de mettre les éléments en place pour que justice soit faite au profit de Longa Longa et de toutes les autres victimes. Alors, publier des choses ici, ça ne servira pas parce que tu n'es pas capable de prendre des avocats. Le Camerounais n'a pas encore atteint le degré de solidarité des Juifs. Jamais. Le Camerounais a le seul endroit où le Camerounais est solidaire, c'est quand ils veulent tuer quelqu'un. À ce moment-là, ils sont solidaires pour rien. Chacun viendra écrire ce qu'il ne connaît pas. En ce moment-là, tu trouveras la solidarité des Camerounais. Parce que si les Camerounais étaient comme des Arabes en France, une vidéo comme ça sort, ce que le même jour où c'est Kagala, ou c'est Kabbalah, je ne sais pas comment on appelle ce type-là, il aurait déjà été injecté. Parce que les Arabes se seraient mobilisés devant les ambassades et disent qu'ils vont rester là jusqu'à ce que Kabbalah soit chassé. Et que maintenant les avocats prennent le relais. Mais le Camerounais va faire quoi? Le Camerounais va d'abord chercher à salir Longa Longa. Non, ce qu'il raconte là, c'est faux. Bon, Longa Longa, on l'avait vu dans tel restaurant. Non, Longa Longa marchait avec eux. Longa Longa faisait ceci. Oh, non, Longa Longa, vous ne connaissez pas que le gars là, il est. Et le Camerounais qui te dit ça, il est lui-même victime de la pire violence que personne n'a jamais connue. On ne peut pas opposer les Camerounais dans une telle violence et banaliser la violence que subit l'autre. Les Camerounais n'ont pas d'eau. Les Camerounais n'ont pas d'électricité. Les Camerounais n'ont pas de sécurité dans leur propre pays. Ils n'ont pas d'emploi. Ils sont abusés au port. Ils sont abusés à la douane. Ils travaillent même, ils n'ont pas de salaire. Les médecins, les professeurs. Le président, lui, sort, il va se promener. Sa fille vient avec l'avion, elle est au Cameroun. Son fils se promène avec l'hélicoptère partout dans le pays. Sa femme voyage, lui voyage. Une violence inouïe que les Camerounais vivent nuit et jour dans tous les domaines. Mais ils vont aller minimiser de la violence physique que notre Camerounais est victime. Alors ce peuple-là, c'est un peuple normal? Est-ce que vous croyez que ce peuple-là est normal? C'est un peuple qu'on a amené comme ça, à raboter le cerveau, à l'abrutir, de façon que quand toi tu essayes un peu de raisonner comme je raisonne là, c'est toi qui es plutôt anormal. Comment une personne peut se réjouir d'une telle violence alors qu'elle-même est victime de la même violence? On a arraché son terrain parce qu'elle n'a pas l'argent. La personne qui a arraché son terrain a fait des faux papiers. Une violence inouïe. Son fils a passé un examen. On a enlevé le nom de son fils. On a mis le nom de quelqu'un d'autre. Une violence inexpliquée et inexplicable. Mais tu trouveras cette personne-là. C'est-à-dire qu'avaler sa violence comme la couleuvre, elle veut voir ses enfants grandir. Mais c'est la violence de Longa Longa qui n'est pas vraie. Non, ce n'est pas ce qu'il raconte là n'est pas vrai. Tu trouveras d'autres qui viendront s'asseoir pour t'expliquer
que ce qui se passe là, c'est les gens qui veulent se régler des comptes. Mais on passe à côté de quelque chose qui n'est pas normal. D'abord, condamner ce qui n'est pas normal qui a été commis sur un être vivant. Avant de parler d'autre chose. Mais non, celui qui a même sorti de cette vidéo-là, non. Je pense qu'il est du même réseau avec ces gens-là. Mais condamner d'abord ce qui a été fait, bon sang. Parce que vous êtes des victimes au même titre que Longuet. Vous êtes des victimes au même titre que cet enfant. 1000 morts à Ezeka. 1000 morts à Ezeka. Et j'ai appris que l'argent est sorti. On donnait à chacun des parents des victimes, ou c'est 20 $, ou c'est 30 $. Je ne sais pas. Une violence invraisemblable. Personne ne parle de ça. Il faut aller taper sur Songo. Songo a signé un contrat avec les investisseurs. Songo a pris de l'argent. Songo a fait ceci. Est-ce que vous pouvez prouver? Non, on nous a seulement dit. Chacun s'assoit dans sa chambre, il sort un magazine. Ces propos-là. Parce que personne n'est sanctionné. Parce que personne n'est sanctionné. Et quand on arrête l'un des journalistes, on le jette en prison. Tu verras, les gens commencent à pleurer. Non, on a arrêté tel journaliste. Il faut que non, on va le faire sortir. Il doit sortir parce que, je peux vous dire ici les gars, cette violence qu'on vous a imposée devient quelque chose de normal dans votre quotidien. C'est-à-dire quand tu vis avec la violence. Non seulement tu vis avec cette violence-là, tu veux l'imposer aux autres. Ça va s'arrêter. Ok. Ça va s'arrêter. Le peuple juif est ce qu'il est aujourd'hui. Intouchable. Parce qu'ils ont réussi à mettre de côté, à collecter des informations, à fouler les archives et à faire bloc. Et toute personne, de près ou de loin, ayant contribué d'une façon ou d'une autre à l'assassinat du peuple juif, sont en train de payer aujourd'hui. Que ce soit des personnes, que ce soit des individus, des organisations, des États, ils sont en train de payer aujourd'hui. Vous, peuple camerounais, nos parents ont été calcinés, décimés avec le napalm à l'ouest du Cameroun, les Bassa et les Bamileke, pour la plupart d'entre eux, même si les autres y étaient. Ça ne vous dit rien. Vous ne vous mobilisez même pas pour que ce jour-là soit reconnu. Comme certains se mobilisent pour parler de la Shoah. Non, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est sur les bouts de papier. Non, Afrique de merde a dit ceci. Oh, le magazine Afrique Waya Waya a dit ceci. Non, 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 c'est tel qui est responsable. Mais ta propre vie, la vie de tes ancêtres, la vie de tes parents, qu'est-ce que tu en fais? Aujourd'hui, en France, à Paris, on célèbre De Gaulle. On célèbre De Gaulle. Les Français, là, ils peuvent célébrer De Gaulle. Chacun prie pour le général De Gaulle au moins 30 fois par jour. Le général De Gaulle a tué les Africains, donc chaque Africain doit maudire le général De Gaulle 150 fois par jour. Mais les Français doivent honorer et célébrer le général De Gaulle. Ils se battaient pour une cause pour eux. Alors nous qui sommes des victimes, que faisons-nous? Qui connaît l'histoire de ces gens-là qui ont donné leur vie pour la France? Personne. Qui connaît combien de personnes ont été brûlées et tuées là-bas? Est-ce qu'il y a une celle là-bas pour nos parents qui ont été brûlés et calcinés par la France en utilisant le napalm? Personne ne regarde ça. Personne ne regarde ça. Et si tu tentes même de venir parler de ça, tu deviens toi-même une cible. J'ai vu une image qui m'avait impressionné. J'ai vu une image de, je pense que c'est de Oumyobé. Oumyobé, je pense. Je ne sais pas quel est l'artiste qui avait fait cette statue-là pour aller la déposer quelque part à Akwa. L'image d'un fils de la République qui s'était battu pour nous. C'était d'individus mal lunés, accompagnés des éléments de Mbargangere, aller casser, désintégrer cette statue-là du sol pour la traîner au sol. Nos héros. C'est pour vous dire le degré de la bêtise et de la boue qui est dans la tête de certains. De chaque fois, on vous amènera à tuer toutes celles de ceux qui ont des valeurs chez vous pour vous amener les femmes des réseaux sociaux, pour vous amener des cancans, pour vous amener des gens que le gouvernement a fabriqués parce que les Célestine Ketcha leur donnaient des informations comme ça avec quelques sous pour aller insulter d'autres membres du gouvernement.
ce que vous avez vu Margangele faire là publiquement, mais ils le font déjà discrètement. C'est-à-dire que payer des vendeurs de choux pour venir publier tout n'importe quoi contre d'autres ministres. Mais quand d'autres ont le malheur d'être attrapés, ils sont arrêtés et tabassés, comme celui que vous avez vu, qu'on avait laissé pour moi la dernière fois. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on utilise les enfants de la République en leur donnant de l'argent pour aller insulter d'autres ministres. On ne te donne pas l'argent pour aller construire ta maison. On ne te donne pas l'argent pour amener de l'eau dans ton village. On te donne 100 000 ou 50 000. Va écrire sur tes feuilles de chou pour insulter un autre ministre. Et quand on t'attrape, on te tabasse. La personne qui t'a donné cet argent ne sera pas capable de reconnaître que non, c'est moi qui t'ai envoyé écrire. Tu meurs comme une poule. On n'en parle plus. Si Longa était mort, personne n'en parlerait. On se serait classé comme de Don Doké. Personne n'en parle plus. Personne. Et Londo, sous-préfet ou préfet, personne n'en parle plus. Donc, notre mission ici, notamment en ce qui me concerne, c'est d'abord d'apprendre à vous rappeler qui vous êtes et les valeurs que vous représentez. Tous les membres du gouvernement vont passer. Écoute-moi bien. Tous les membres du gouvernement, sans exception, passeront tous. Même s'ils seront encore en vie, chacun dans son village, d'autres dans des tombes, certains en prison, mais ils passeront. Il y aura un nouveau gouvernement. Il y aura de nouvelles personnes, de nouveaux administrateurs pour gérer la cité. Il ne faut pas que tu sois du mauvais côté. Parce que tout ce qui est écrit ici, et tout ce qui est dit ici, sera dit aussi au Cameroun et devant les juridictions, même appelé à nous juger tous. Donc ce que je dis ici, je l'assume totalement. Et j'assume l'entièreté de la responsabilité de ce que j'ai dit. Je le dis ici, je suis responsable. Et que si j'ai dit quelque chose de ce qui n'est pas correct, que demain, la justice de mon pays me sanctionne pour que cela serve de leçon aux prochaines générations. J'évite donc de dire des choses ici pour nuire, pour salir, pour détruire des carrières, ou pour insulter, ou pour me dire. Non, ce n'est pas le genre de la maison. Alors toi, jeune, chaque fois je te le dis ici, chaque fois que tu veux publier, publie toujours ce que tu es capable de justifier. Ne fais pas comme le magazine Afrique Magazin ou whatever en Europe là-bas. Fais très très attention. Et ceux qui sont intelligents ne devraient même plus donner un centime à ce magazine-là. Pourquoi? Parce que ce magazine-là a parlé comme ça pour certains présidents aujourd'hui qui ont été tués, alors que ce président-là a donné de l'argent à ces feuilles de chou-là. Ils t'ont dit comment tu étais beau. Ils ont fait ça pour Mobutu. Tout récemment, ils ont voulu faire un petit marché. Et si c'était Franck Biya. Après ça, si c'était Laurent Isso. Pour vendre. Et si c'était Etel. Après ça, si c'était René Sadi. C'est toujours leur travail. Et je ne comprends pas comment les chefs d'État africains ou bien certains Africains continuent à aller donner leur argent à des individus comme ça. Je préfère encore un journaliste qui a son blog tout seul et raconte sa vie. Il investit. Il y a un jeune là. Oh, qu'est-ce qu'il est brillant, ce jeune journaliste. Je vais vous retrouver sa vidéo. Il est exceptionnel, cet enfant. Il est passionné de son travail. Il risque même sa vie. Paul Biya est-il mourant? C'est la question que se posent aujourd'hui les Camerounais. Alors il y a de nombreuses spéculations et de rumeurs qui se font jour sur l'état de santé du président camerounais qui, rappelons-le, a 91 ans, à tel point que ces derniers jours, les autorités camerounaises ont interdit les débats dans les médias privés au Cameroun sur l'état de santé chancelant de Paul Biya qui n'est pas apparu en public depuis plusieurs semaines et a annulé sa participation à des grands sommets internationaux. Mais on ne s'inquiète pas seulement à Yaoundé ou à Douala de l'état de santé de Paul Biya. La panique règne aussi à Paris, puisque vous savez que Paul Biya est un peu l'un des derniers dinosaures de la France-Afrique, un allié fidèle d'Emmanuel Macron. Et à Paris, à l'Élysée, on craint que la mort de Paul Biya ouvre la voie à une guerre de succession au Cameroun et que le nouveau président soit beaucoup moins proche de la France et peut-être s'allie avec d'autres puissances comme la Russie. Donc, à l'Élysée, à Paris, dans les réseaux France-africains, on a enclenché une course contre la montre pour garder le Cameroun dans l'orbite de la France-Afrique. Bien sûr pas pour le bien des Camerounais, mais pour le bien de l'empire chancelant France-africain. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain
n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Alors ces derniers jours, il y a eu beaucoup de rumeurs sur l'état de santé de Paul Biya. On l'a dit à Paris, on l'a dit à Genève, on l'a dit sur le point de mourir. Ce que j'ai pu un peu recouper avec des sources, notamment des diplomates européens qui sont à Genève, c'est que Paul Biya effectivement est actuellement à Genève et il a fait plusieurs malaises ces dernières semaines et il souffre notamment d'une mauvaise réaction suite à un traitement pour son cancer de la prostate. Il n'en reste pas moins que son état de santé, étant donné son âge, à 91 ans, risque de s'aggraver et ça aura un impact sur le Cameroun, même si ça fait des années qu'on donne Paul Biya mourant ou mort. On se souvient qu'il y a 20 ans, en 2004, il y avait déjà eu des rumeurs sur la mort prochaine de Paul Biya et Paul Biya était réapparu dans une vidéo dont tous les Camerounais se souviennent aujourd'hui. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Et voilà, 20 ans plus tard, Paul Biya est toujours là, fidèle au poste, mais comme je le disais, son état de santé n'inquiète pas que les premiers concernés, les Camerounais, qui quand même vivent depuis 1982 sous la présidence de Paul Biya, une présidence qui a été quand même extrêmement dure et qui ne s'est pas détendue ces dernières années avec l'arrestation d'opposants, l'interdiction de manifestations, la mort de journalistes. On se souvient de la mort en début de l'année 2023 de Martinez Zogo et puis la réélection toujours très contestée de Paul Biya, mais indétrônable à la tête du Cameroun et indétrônable avec l'aide de Paris, puisque la France a toujours été un soutien de Paul Biya. D'ailleurs, Paul Biya, en tant que Premier ministre, puis en tant que président, a côtoyé tous les présidents français depuis Valéry Giscard d'Estaing, ce qui est quand même un record. Mais il y a tout de même eu un couac en 2022 dans les relations entre la France et le Cameroun. Début 2022, alors que la Russie envahissait l'Ukraine, Paul Biya a signé un accord de défense avec l'ennemi juré de la France, qui n'est autre que la Russie de Vladimir Poutine, ce qui a vraiment énervé Paris et ce qui a fait craindre que le Cameroun, comme son voisin de la République centrafricaine, rejoigne l'orbite russe et tourne le dos à la France. Alors, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il est allé ventre à terre à Yaoundé en juillet 2022. Au fond, je crois que la France a tant à faire sur le continent et nous sommes bloqués parfois par des non-dits, des malentendus, un passé qui ne veut pas passer parce qu'on a cru qu'il serait digéré de fait. Et je pense que si on sait prendre ce chemin, alors il est difficultueux, il est imparfait, nous pouvons faire, y compris de ces malentendus, une chance, si nous savons les lever. Parce que je crois qu'il y a entre la France et le Cameroun, entre la France et le continent africain, une profonde histoire d'amour, de respect, d'échange, de métissage, de créolisation aussi, de mélange, de richesse mutuelle qu'il nous faut savoir raviver. Donc Emmanuel Macron a rassuré Paul Biya sur le soutien que la France allait apporter, soutien inconditionnel qui faisait en sorte que notre pays, soi-disant le pays des droits de l'homme, ferme les yeux sur les violations des droits de l'homme au Cameroun. D'ailleurs, cette nouvelle idylle entre la France et le Cameroun s'est confirmée avec la nomination à l'automne 2022 d'un ambassadeur qui n'est autre qu'un officier général, le général Thierry Marchand, qui est un homme de poigne qui a été nommé ambassadeur à Yaoundé et qui est là pour réchauffer les relations entre Paul Biya et la France. On sait aussi que la nomination d'un haut gradé, qui est vraiment le plus haut gradé parmi les diplomates en poste au Cameroun, servirait en cas de crise de succession de Paul Biya où la France serait forcément amenée à jouer un rôle. Et évidemment, la France a continué à se mêler des affaires camerounaises et elle continue même à appuyer Paul Biya puisque cet été, au moment où Paul Biya s'est rendu à Paris pour les Jeux Olympiques, il a rencontré Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, qui doit aider Paul Biya à se faire réélire en 2025 si sa santé le lui permet. Et on sait que Emmanuel Macron est très redevable de Nicolas Sarkozy et qu'il envoie depuis Nicolas Sarkozy comme missi dominici auprès de chefs d'État, malgré les nombreuses affaires judiciaires qui cernent l'ancien président français. Nicolas Sarkozy avait notamment rencontré Franck Biya, qui est le fils de Paul Biya et qui est le successeur
successeur, en tout cas le choix de son père pour lui succéder à la tête du Cameroun, ce qu'avait fait aussi Emmanuel Macron qui en 2022 avait rencontré Franck Biya. C'était un peu comme si la France adoubait le fils Biya pour succéder à son père à la tête du Cameroun, et tant pis pour la légalité constitutionnelle. Et au-delà du soutien qu'apporte actuellement la France au président Paul Biya, il y a des questions qui se font jour. On peut se demander quel rôle va jouer la France dans la succession de Paul Biya au Cameroun, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs clans qui vont se disputer le pouvoir à la mort de Paul Biya et qui sont déjà à couteau tiré, qui s'affrontent dans l'optique d'une succession. J'ai parlé de Franck Biya, le fils de Paul Biya, mais on peut parler de Paul-Louis Motadze, qui est l'indéboulonnable ministre des Finances et qui est neveu de Paul Biya. On peut se demander quel rôle va jouer le BIR, le bataillon d'intervention rapide, qui fait un peu office de garde présidentielle et qui est sous les ordres de Paul Biya depuis 1994 et qui est encadré par des Israéliens. On peut également se demander quel rôle va jouer Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général à la présidence camerounaise et qui est très proche de certains cercles parisiens. On se souvient qu'il avait rencontré le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, en 2019 à Genève, une rencontre secrète qui avait eu pour but de faire en sorte que Vincent Bolloré soit éjecté de la concession du port de Douala, tout ça sur fond de guerre entre l'Élysée et Vincent Bolloré. Alors on sait que la France a fait beaucoup de mal au Cameroun, on se souvient de la terrible répression qui avait frappé les indépendantistes de l'UPC, des meurtres de Ruben Oumniobé, de Félix Mounier, et on sait qu'aujourd'hui, si la France s'implique dans la politique camerounaise et dans peut-être la succession à plus ou moins long terme de Paul Biya, ce ne sera pas pour le bien des Camerounais, mais bien pour le bien de la France-Afrique. N'est-ce pas? Il faut dire les choses avec des références. Si je parle en justice, je m'en vais avec tel document, avec tel élément. Alors les gens vont s'asseoir dans le iCloud à faire ceci. Bon, non, c'est faux. Ils mentent. Tout du moins, il manque beaucoup d'éléments dans leur narratif. Alors ne vous habituez pas au mensonge. Et c'est ce mensonge-là qui va faire que l'histoire de notre pays, de notre continent, l'Afrique, soit dénaturée par des individus comme ça, qui vivent avec le mensonge et mentent sur leur propre vie. Par conséquent, et mentir sur la vie de tout un peuple, et vous prenez ça pour argent comptant. Aussi longtemps que la justice camerounaise ne saurait pas dire le droit, vous aurez toujours donné des possibilités à des personnes comme ça de continuer à exister, des citoyens qui travaillent pour un journal. Je veux avoir une pensée pour l'AES, les dirigeants de l'AES, le général Tchani, le président général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, qui ont compris que chaque fois qu'un magazine commence à dire tout et n'importe quoi dans leur propre pays, on te chasse. Vaut mieux, va te cacher ailleurs, tu racontes ce que tu as raconté chez toi. Tu ne verras pas un Malien là-bas, dirigeant en tout cas, venir te dire, va raconter ta merde chez toi. Mais quand le Cameroun va atteindre ce niveau-là, on arrêtera d'abrutir les Camerounais avec les fantasmes de certains dans leur tête pour vendre leurs feuilles de chou. Ils vous vendent n'importe quoi. Alors comme vous êtes assoiffés de vie des autres, des cancans, vous passez à côté de la vérité de votre vie. Vous acceptez que quelqu'un vienne vous mentir sur votre vie tout en étant assis là-bas. Si nous avions des services de renseignement compétents, est-ce que vous pensez un temps soit peu que des dirigeants allaient s'asseoir pour commencer à aller regarder les cancans, ce que Nouma a dit? Je serai ici en train de commenter des décisions de justice. C'est moi qui donne le timing des enquêtes au Cameroun. Moi. J'enquête avec mes éléments, je vous donne, allez vous débrouiller avec ça. Alors, en conclusion, l'affaire de violence au Cameroun, qui est à tous les niveaux, parce que ce que Cyrus Ngor vit, c'est une violence insupportable. Et ceux qui lui imposent cette violence-là sont eux-mêmes victimes de la violence qui leur est imposée par l'État du Cameroun. Mais ils avalent leur violence et vont la déverser sur une autre victime. Bien qu'ils travaillent pour le même gouvernement, mais cherchez à retrouver ce que vous lui reprochez et opposez-lui des exemples. Ou alors, dans un pays normal, quand une structure fait mal, que se passe-t-il? Vous allez voir l'association des consommateurs ou l'association des Camerounais qui défendent les droits des Camerounais. Cette association-là porte plainte au port autonome de Douala, porte plainte à tel ministre,
porte plainte à tel directeur général, porte plainte à telle structure, vous allez au tribunal. Les artistes l'ont fait. Sam Bende l'a fait. Avec Amat Toumouna. Et Sam Bende a gagné le procès. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir derrière vos claviers et raconter vos histoires. Moi, je n'ai pas encore porté plainte à quelqu'un. J'ai emmagasiné des documents, moi, on m'a porté plainte. 9 procès, je les ai tous gagnés. Pourquoi? Parce que je ne fonctionne pas comme votre magasin de choux de merde là, qui est en Europe là-bas, Afrique, je ne sais pas trop quoi. Je vous dis des choses avec des preuves à l'appui. Je ne suis pas là des cancans. Si on dit à ce journaleux qui a écrit cette histoire-là que montre-nous aujourd'hui quel est le gendarme qui t'a dit, qui t'a donné ce que tu racontais là. Sors du secret des sources que tu n'as même pas. Tu ne peux pas donner. Mais moi, je peux donner. Et si aux États-Unis, on dit que tu ne peux pas donner, on t'amène dans une chambre, on dit que dis-nous la vérité, et voilà, machin, dans une chambre à part. Tu dis ta vérité là-bas, on vérifie ce que tu as dit. On se rend compte que c'est vrai. Mais moi, je peux donner des sources. 2019. J'ai même envoyé un voice à Paul Biya. 2019. Alors, si ces journalistes-là sont forts, pourquoi ils attendent que ça sorte aujourd'hui pour qu'ils montrent qu'ils sont capables de faire des investigations? Pourquoi ils veulent commenter sur le travail que nous faisons? Si vous êtes fort, je vous donne donc un défi. Sortez aussi la vidéo de l'assassinat de Martinez Zogo. Publiez. Sortez ça, vous publiez. Sortez la vidéo de l'assassinat de Jean-Marie Benoît Mbala. Sortez ça, vous publiez. Parce que moi, j'ai les images. Ok? C'est ça la différence avec vous. Je ne suis pas au Cameroun. Et Albertine, toi qui m'as posé la question en dernière minute, vous savez, je vous ai pris l'exemple des Juifs. Si je me mets à publier des vidéos ici, automatiquement, il faut que les avocats prennent le relais. La seule personne qui était capable de peser en tant que président, c'était Muammar Kadhafi. Alors quand tu sors une vidéo comme celle et que les Camerounais sont victimes, c'est l'État du Cameroun qui doit prendre ses responsabilités. Si je me mets à publier des vidéos ici, alors qu'elle implique les membres du gouvernement, la DGRE et certaines personnes à la présidence de la République, ils vont tout faire pour que la vérité ne soit pas sûre. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire avec le procès en Angleterre, du Grand Corps. Donc il faut automatiquement que nous ayons des journalistes capables d'être crédibles dans leur tête. Que nous ayons des magistrats crédibles, respectueux de la justice, du droit et des lois. Que nous ayons des responsables étatiques capables d'assumer leurs responsabilités. Dans certains pays, le président de la République aurait déjà reconnu les victimes du napalm. Et que nous devons avoir une journée pour pleurer nos morts victimes du napalm français. Vous comprenez? Dans un pays normal, nous devions avoir une journée déjà, la guerre du Nozo se serait arrêtée pour pleurer nos morts du Nozo. Nous devons avoir une journée pour célébrer l'indépendance dans notre pays, pour célébrer nos héros. Personne ne pense à ça. Pendant ce temps, nous profitons des journées de fête dans d'autres pays. Des journées proclamées par d'autres pays. Tu dis non, aujourd'hui c'est férié. Aux États-Unis, c'est la fête, c'est la journée des présidents. Nous, Camerounais, on vient célébrer la journée des présidents ici. On profite. Et chez nous, au Cameroun, on n'est même pas capable d'avoir une journée pour pleurer les nôtres. Alors, à partir de cet instant-là, ceux qui ont compris ça ne doivent pas être détournés de la réalité. Je ne dis pas ici que Cyril Senghor est parfait, je ne le connais même pas. Je te dis à toi, jeune, pose-toi des bonnes questions sur tout ce que je viens de te dire là. Et tu verras que la violence, nous la consommons tous les jours. Mais certains prennent le peu de force qui leur reste dans l'océan de violence dans lequel ils baignent. C'est-à-dire qu'il a encore une main qui sort. Mais au lieu de se battre pour sortir de l'eau, il utilise cette main-là pour noyer encore son propre frère avec lequel ils sont en train de se noyer ensemble dans l'eau. C'est ce que ce garçon explique. Personne au monde n'expliquera le Camerounais mieux que celui-ci. Il n'y en a pas. Il n'y a personne. Et vous avez tous vu ça avec l'affaire de ce jeune-là.
nous avons décidé ici de nous mobiliser et de lui apporter une contribution. Prince Aimé. Vous avez vu comment on l'a détruit. Et vous voyez devant vous comment les gens viennent banaliser une violence qui est faite à longueur. Et certains trouvent ça normal. Tout simplement parce que tu veux avoir des vues. Et toi qui viens commenter ça, tu oublies que tu es aussi victime de la même violence dans ton pays et d'une autre façon. Psychologique, physique, morale, à chaque fois elle fait mal. Mais tu ne prendrais jamais la peine de prendre le courage que Longueur a pris pour chanter nos mots. Ça lui a valu ce qu'il a vécu et qu'il continue de vivre. Et toi, tu contribues. Alors que toi, le corps de ta mère a été bloqué aux États-Unis, a été bloqué en France, en Allemagne, en Angleterre, pour qu'on puisse te donner le laisser-passer pour mener le corps de ta mère. Ça fait 3 mois. Alors que toi, ton passeport a été bloqué là-bas à l'ambassade parce que tu voulais aller au deuil de ta mère. Tu as couru pendant 3 mois. Alors que toi, tu es arrivé à l'aéroport du Cameroun parce que tu as attendu le visa. Arrivé là-bas, on t'a bloqué. La femme a fouillé tes valises. Elle a vu ta lingerie. Elle dit, ma soeur, tu as quand même une belle lingerie. Hein? Ouais, tu peux pas me donner le soutien si. Ouais, tu vas encore. Vous êtes en Europe, non? Tu vas encore acheter un autre. Elle prend tes soutifs. Une femme, elle prend tes soutifs. Elle prend ta lingerie. Tes marchandises sont arrivées au port de Douala. Tes marchandises ne sont pas dédouanées parce qu'on t'a surfacturé. Mais un jour, tu apprends qu'on a vendu tes choses aux enchères. Tu commences à courir sur tous les ponts. Tu vas en justice. Tu vas prendre celui qui a acheté la marchandise. Ou tu es complètement perdu. C'est de la violence. On a arraché ton terrain. C'est de la violence. On a enlevé ton enfant à un examen. C'est de la violence. On t'a agressé dans un taxi. C'est de la violence. Et ceux qui t'agressent, ce sont les gendarmes. Ce sont des policiers. Ce sont des hommes en tenue. Et ceux qui interviennent pour sortir ces gens-là de prison, c'est toujours les membres du gouvernement. Qui connaît tel, qui connaît qui est quelqu'un, qui a quelqu'un et qui est quelqu'un. Toujours comme ça. Et toi, tu banalises cette violence-là. Tu banalises la vie des autres, alors que tu as été victime de la même violence. Tu as été tabassé, laissé pour mort. Et tu reviens encore aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. À force de le faire, on te trouvera sans vie. Je ne le souhaite pas. Fais très très attention, ma fille. Fais très très attention, ma soeur. Fais très très attention, mon frère. Tous les gens que tu vois là vont passer. Tous les gens qui vous payent là, pour écrire tout et n'importe quoi, passeront tous. Mais sois-en sûr qu'à un certain moment, tu répondras parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'ère de Oumniobe. Tout est écrit. Moi, j'ai archivé ce document. J'ai archivé ce document de mon compatriote. Je match avec au moins 2 exemplaires. Quand je croise un Camerounais dans mon sac, quand je dis bonjour, je dis, mais est-ce que tu connais le gars-ci, Jean-Bruno Tani? Prends ça, mets ça dans la poche. Dans 10 ans, pour expliquer mieux à tes enfants qui était le Camerounais, donne-lui ça. N'écris pas un livre, donne-lui ça. Le Camerounais est expliqué dans ces 15 phrases. Le Camerounais. Oui, monsieur. Alors, je voudrais attirer ton attention là-dessus. Fais gaffe, fais très très attention. Tout ce que nous écrivons ici restera et servira un jour au Cameroun. Je veux être entendu, je veux être jugé par des hommes et par Dieu. Sans être parfait, j'assumerai ma part de responsabilité. Alors je veux que tu apprennes de mes erreurs. Tous les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, là, qui te disent bravo, vas-y, vas-y, vas-y. Quand tu seras comme Amogo Belinga, tu seras seul. Mais je peux te dire aujourd'hui que Amogo Belinga n'est pas en prison parce qu'il a tué Martinez Zogo. Moi, je peux le prouver. Faut que Afrique, whatever, en prendre là, qui sortent aussi des éléments pour le prouver. Moi, je peux le prouver à 100%. Je n'ai pas dit 80%. Non. Je n'étais pas là-bas. Oh. Non. Je n'étais pas là-bas. Mais ceux qui étaient là-bas savent automatiquement les vérités que j'ai ici. Et les éléments que j'ai ici, au Cameroun, il y a moins de 3 personnes qui ont les mêmes éléments. Ils sont moins de 3. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, à Martinez Zogo, là où il est à la morgue, mon frère, quel que soit ce que tu aies fait dans la vie, ta mort servira à juger les gens qui ont anticipé ta mort.
tu ne méritais pas une telle violence. Jamais. Je dirais la même chose à Dodo Doké. Ta mort sera jugée. Je dirais la même chose à Elundu. Ta mort sera jugée. Et je dis la même chose à tous les autres. Faites attention à qui profitera l'assassinat ou la mort de Cyril Senghor. Parce que même Paul Biya vivant, je ne sais pas à quoi vous aurez servi sa vie, puisque vous allez tous suivre demain. Vous avez abusé des gens, vous avez tué, vous avez fait tout ce que vous avez voulu faire. Nous voilà aujourd'hui, comme si de rien n'avait été. On aurait même aimé être encore aux années 60, on avait encore moins l'eau, il y avait des pompes. Aujourd'hui, c'est pire. La chair la plus consommée au Cameroun, c'est la chair humaine. L'animal à abattre et qui est abattu tous les jours, c'est l'humain. Regardez à Yaoundé, regardez à Douala. Combien de fois vous marchez dans le quartier, combien de cadavres de chiens trouvez-vous au courant d'une journée? Mais vous ne pouvez pas passer une journée sans qu'on vous dise qu'un être humain est mort. On a trouvé le corps quelque part. Si ce n'est pas dans la rue, dans un hôpital. Si ce n'est pas dans un hôpital, c'est dans une école, Si ce n'est pas dans une école, c'est dans une gendarmerie. Si ce n'est pas dans la gendarmerie, c'est à la police. Si ce n'est pas la police, c'est dans l'armée. Si ce n'est pas dans l'armée, c'est dans un taxi. Si ce n'est pas dans un taxi, c'est dans un foyer. Si ce n'est pas dans un foyer, c'est en prison. On trouve les morts des hommes camerounais partout et chaque jour. Est-ce que c'est comme ça que Dieu reconnaîtra les siens? Non. Il faut donc que ça s'arrête. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous connais, chacun d'entre vous dans son domaine respectif, que je suis convaincu que vous allez changer ce pays-là. Il ne sera pas un pays parfait, mais il sera un pays exemplaire. Je compte sur vous. Redonner des lettres de noblesse à notre pays, faire de lui la capitale du paradis sur terre, c'est célébrer nos ancêtres et glorifier Dieu. Je sais que vous le ferez. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.